Bonjour, bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et entreprises qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, travaux, crowdfunding, tokenisation. Mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour découvrir leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si vous voulez découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, comment ils font, abonnez-vous et rejoignez-moi dans cette conversation. Mais du coup, je te connaissais avec 1000 Pharmacie. Et donc, je suivais de très loin tes aventures. Et je me suis toujours dit, le mec est fou. Mais de façon bienveillante. Ouais. Et deux, quand tu as cédé ou quand j'ai vu que tu partais, je n'ai pas compris pourquoi ça n'avait pas marché. De loin, encore une fois, parce que après, avec le recul, tu as expliqué, on comprend, en fait. Mais moi, je me suis dit, mais c'est fou, il va tout casser. Je voyais, moi, comment... Alors après, je n'étais pas de ce milieu-là. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Il prend un marché régulé, il est dérégulé. Et en fait, toutes les étapes par lesquelles tu es passé, je veux dire, c'est insensé même. C'est même inhumain à un moment donné. Parce que je ne comprenais pas pourquoi tu n'avais pas réussi. Mais pas réussi, pas par rapport à Cédric. Mais tout, en fait, le chemin de... Moi, je n'étais pas du tout entrepreneur. Du coup, j'étais salarié. Je regardais un peu tout ça de loin, tu vois. Ouais, mais c'est là que c'est intéressant, tu vois, de voir qu'une entreprise, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, une bonne exécution. Il faut être bien entouré, il faut avoir la bonne équipe. En fait, il y a... Et surtout dans du e-commerce où c'est vraiment un métier de chien, où tu as des marges qui sont des micro-marges et tu as beaucoup de concurrence, tu vois, il faut avoir tous les points de l'équation qui sont alignés. Et moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, en fait. Et ma première erreur, c'est de m'être associé avec les mauvaises personnes, où on était complètement en désaccord en termes de stratégie, sur la vision, sur ce qu'on voulait faire avec la boîte. En fait, ça peut pas fonctionner parce que tu passes plus de temps à te chamailler en interne qu'à développer du business. Mais du coup, vraiment question peut-être un peu indiscrète, mais du coup, pourquoi tu l'as vu rapidement que vous n'étiez pas alignés ? Je l'ai vu avant même de signer le contrat avec eux. Mais en fait, nous, on n'a jamais été rentable. Donc tu te retrouves à 3 mois de mettre la clé sous la porte parce que tu n'as plus de cash et que en fait, tu es sur un modèle où tu dois burner le plus possible pour faire un maximum de chiffre d'affaires pour capturer le plus vite un marché qui est en train de naître. Ouais. Donc en fait, on avait des investisseurs qui nous disaient dépenser et on balançait 200 000 euros par mois de AdWords. Donc il y avait une rentabilité derrière, mais on cramait à peu près 150 à 200 000 euros par mois. Et personne n'étudiait le fameux ROS ou en tout cas le retour sur investissement sur ça, non ? Non. À l'époque, c'était pas très... ouais, et à l'époque, le e-commerce, c'était faut capturer le plus rapidement, tu vois, winner take all. Tu vas le plus rapide possible. Tu fais une boîte qui fait 50-100 millions rapide de volume d'affaires. Et après, on se posera la question de la stabiliser et de la mettre à l'équilibre. Et en fait, toutes les boîtes e-commerce ont fonctionné comme ça. Saranza, Zalando n'ont jamais été rentables. Price Minister, ça a été la même chose. Amazon, quand il s'est lancé, ça a été exactement la même chose. Et donc, quand tu avais un marché naissant comme ça, il fallait juste cramer du cash. Et sauf que les valorisations de start-up n'étaient pas les mêmes à l'époque. On ne parlait pas de boîtes à plusieurs milliards. Et donc, tu te retrouvais rapidement à te diluer. Moi, je me retrouve en 2015 à faire un tour de table qui fait... on était proche des 8 millions d'euros, tu vois, juste sur ce tour de table en 2015. Et j'ai 8% de la boîte à la fin du tour. Mais je sais que c'est les mauvaises personnes. En fait, c'est les seuls qui m'ont fait une offre, qui ont loqué le deal. Il y a plein de mécanismes qui sont vraiment chiants et que tu ne connais pas quand tu es first-time entrepreneur. Donc, ils te mettent une clause d'exclus de 3 mois. Tu n'as pas le droit d'aller discuter avec quiconque. Pendant le deal ? Pendant la négo ? Ouais, comment ça se passe ? C'est que en fait, tu veux aller lever des fonds. Tu prépares ton deck, ton BP, tout est bien. Et après, tu pars en roadshow. Ouais. Donc un roadshow, tu vois, moi je suis allé voir 40 investisseurs différents. 40, mais c'est un job. Et c'est un job. Pendant 6 mois, j'étais plus dans ma boîte. J'étais complètement défocus. Mais c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que font tous les entrepreneurs. Donc c'est pour ça que vaut mieux être bien staffé ou avoir un ou une associée, tu vois, un cofondateur, qui lui prend le relais et fait la gestion opérationnelle de ta boîte. Parce que en fait, si tu es défocus, tu as moins de business, les chiffres se cassent la gueule à ce moment-là. Ou en tout cas, tu vas moins vite. Et les VC, donc les fonds d'investissement, en profitent pour mieux négocier leur entrée au capital. Donc,
Ça, c'était vraiment le game de 2010, tu vois, à 2020. Aujourd'hui, maintenant, ça va très vite et tu as des fonds d'investissement qui sont capables de shooter des lettres d'intention en l'espace de 2 semaines parce qu'ils voient bien le business, ils voient l'attraction. Et aussi, les entrepreneurs font plus le boulot, c'est-à-dire qu'ils ils te créent une newsletter investisseur et tous les mois, l'investisseur va recevoir un peu les chiffres pour se dire ok, j'y vais pas, je vois que ça évolue dans le bon sens, tu vois. Et ceux qui ont vraiment démocratisé ce truc là, c'est un peu Alan, la startup dans la santé, dans la mutuelle santé, qui, il y a eu un peu de storytelling derrière, a eu certains refus de fonds d'investissement, les ont mis dans une newsletter mensuelle et au bout de 3 newsletters, les fonds d'investissement ont dit waouh, c'est fou votre truc, ok, on y va. Donc il y a cette proximité que tu vas créer, et c'est d'ailleurs ce que te dit un fonds d'investissement, c'est qu'on veut apprendre à te connaître avant d'investir de l'argent chez toi. Mais en tout cas, back in 2015, donc en 2015, ce qui se passe, c'est que moi, il me reste à peu près 6 mois de cash devant moi. On est en décembre 2014. On se dit, il faut qu'on parte en roadshow, il faut aller voir des investisseurs parce qu'en mai-juin de l'année prochaine, on n'a plus de cash, on a 6 mois devant nous. Ça, c'est ouf. Le temps de préparer les documents, tu vois, en février-mars, on contacte 40 fonds d'investissement. Et je vais tous les pitcher un à un. Comment tu les contactes? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de genre de... Parce qu'aujourd'hui, on me dit, ouais, tu vas sur LinkedIn, tu tapes, je sais pas, 40 VC, tu les as à un contact. À l'époque, tu prends ton téléphone ou un mail? Tu fais quoi? En fait, ça n'a pas changé. Un fonds d'investissement se dit, si tu n'es pas capable d'avoir une introduction pour le contacter, tu vois, il y en a peu qui te considèrent via LinkedIn. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'avoir la personne qui me fait la bonne intro, je ne te considère pas parce que ça veut dire que tu n'arriveras pas à t'arriveras pas à développer ton business si tu n'es pas capable d'avoir un réseau suffisant, tu vois. Donc, aujourd'hui, bien sûr que tu peux les contacter via leur site internet en passant par le formulaire de contact. Bien sûr que tu peux les contacter en direct par LinkedIn. Mais ils ne te répondent pas, en fait. Ils sont sollicités par 200 entrepreneurs par semaine. Donc, ce qui fait la différence, c'est d'avoir l'entrepreneur qui le respecte, qui est légitime parce qu'il a déjà fait une grosse boîte, qui les connaît très bien, qui va te faire ce go-between et qui va faire un mail, un ping, introduction. Tiens, je te présente un super entrepreneur, il a une boîte qui va tout cartonner. Regarde son deck, il est enlevé, il ne faut pas que tu passes à côté. Si tu as ce mail d'introduction, tu es sûr que là, tu as ton premier rendez-vous dans la semaine ou dans les 10 jours. Et donc, comment tu arrives à faire ça? Tu fais rentrer au début des business angels dans ta boîte, qui eux ont le network, ont le réseau suffisant pour après aller t'introduire à n'importe quel investisseur. Tu vois, c'est ce que j'avais chez Mille et une Pharmacie. On avait déjà fait 3 tours de table avec des business angels. C'est le premier truc que j'ai fait sur Brix. On a fait un tout petit tour de table, mais il y avait une vingtaine d'angels qui sont bien connectés. Et après, quand j'ai voulu, avec Brix, aller voir des fonds d'investissement, je leur ai envoyé un mail. Voici un Google Drive. Mettez-moi tous les contacts des partenaires dans les fonds que vous avez en direct et je les contacte de votre part. Vous me faites le mail d'intro. En tout cas, pour revenir à 2015 et à Mille et une Pharmacie, on sait qu'on n'aura plus de cash. On se retrouve à aller voir 40 fonds d'investissement, donc ultra défocus. Tu fais un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous. À la fin, tu en as certains qui se positionnent avec des lettres d'intention, des term sheets. Et donc, en fait, c'est ultra sécure pour un fonds d'investissement, ultra désécure. Donc là, il y a vraiment un désalignement des intérêts parce que pour l'entrepreneur, c'est pas sécure. C'est quoi une lettre d'intention ou un term sheet en anglais? C'est un fonds d'investissement qui te dit, par rapport au premier deck que tu m'as envoyé, moi, je suis prêt à mettre 2 millions d'euros dans ta boîte sur une valo de 15 à la condition qu'on fasse un audit, une due diligence qui ne fasse pas ressortir d'éléments qui pourraient avoir tendance à faire baisser cette valorisation. D'accord. C'est non-binding, c'est-à-dire que nous n'avons, en tant que fonds d'investissement, aucun engagement à finalement mettre ces 2 millions sur la table. Et toi, par contre, en signant, tu t'engages à ne pas discuter avec un autre fonds d'investissement ou avec quiconque qui pourrait investir dans ta boîte dans un délai de 3 mois. Donc, tu nous laisses une exclusivité de 3 mois pour faire nos analyses, nos due diligence. Due diligence qui seront à ta charge en termes de frais. Donc, en fait, tu signes. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu vas avoir des fonds d'investissement qui sont ultra réglo, ultra fair,
et qui ont envie de faire le deal, donc qui vont accélérer le process. Et tu as eu par le passé certains fonds d'investissement qui jouaient un peu avec ces règles-là. Pour la due diligence, ça prend du temps. Ils font retarder un peu les échéances, ils creusent, ils voient tout ce qui ne va pas dans ta boîte, et forcément toi tu es défocus parce que tu passes ta journée à essayer de monter la boîte, donc les chiffres n'ont pas tendance à croître. Et je me rappelle de ce moment, tu vois, où on est peut-être 2 semaines avant le point de cash égale 0, tu vois, on ne sait pas comment on va faire pour payer les salaires de juin 2015. Et j'ai le fonds d'investissement en question qui me rappelle et qui me dit: est-ce qu'on peut se voir, viens à Paris, il faut qu'on discute. Et là, qui me disent: bon, écoute, par rapport à la due diligence, par rapport au fait que tu as différents procès, par rapport au fait que les chiffres, là, ils ont stagné, ils n'ont pas continué à monter. Et dans la mesure où il y a plus que 2 semaines de trésor dans la boîte, nous, le chèque, il est toujours sur la table, mais la valo qu'on t'a proposée, qui initialement était à 14 millions pré-monnaie, elle passe à 10. Et c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Et tu vois, et ton salaire, on va le caper à 55 000 euros. Et donc, tu ne pourras pas te payer plus de 55 000 euros alors qu'on est en train de mettre 8 millions dans la boîte. Il n'y a aucun alignement, là. Et non, il y avait 0 alignement. Donc, tu sais que il n'y a pas d'alignement, tu sais que ça va mal se passer par la suite parce qu'ils ne sont pas du tout alignés avec l'entrepreneur et ils n'ont pas du tout envie de faire en sorte que l'entrepreneur réussisse. Mais en fait, tu n'as pas le choix parce que sinon, dans 2 semaines, tu n'as plus de cash et tu plies la boîte. Donc, moi, quand j'ai fait rentrer des VC, je savais pertinemment que ça allait mal se passer. Je savais pertinemment qu'on n'allait pas être en phase. Mais en fait, j'avais juste pas le choix. Et donc, que je conseillerais maintenant à un entrepreneur, c'est le conseil un peu simpliste, hein, mais c'est de dire il faut aller chercher des fonds quand on n'a pas besoin. Parce que là, nous, on n'avait pas de contre-pouvoir. On ne pouvait pas dire bon, vous savez quoi, vous nous avez saoulés, je reprends ma liberté et je vais continuer ma route et je vais continuer de mon chemin. Et là, en fait, c'est un rapport de force qui s'initie. Et tu vois, alors c'était peut-être pas productif ce que j'ai fait, mais j'avais 26-27 ans. Je leur ai dit, vous savez quoi, dans le pacte d'actionnaires, on n'a pas de clause d'AG régulière. Ils n'avaient pas imposé qu'il y ait un board d'actionnaires avec une AG. Je leur ai dit, en fait, j'ai pas envie de vous parler, on se revoit dans 2 ans. merci pour les 8 millions, mais en fait, j'ai pas envie de composer avec des gens comme vous. Tu étais conseillé quand même autour de toi, il y a genre des mentors ou des gens un peu qui te disent oui, effectivement, tu n'as pas le choix. Parce que j'ai l'impression que tu étais quand même seul. Avec ton associé, ça se passait bien Non, j'étais avec mon associé, ça se passait bien. Voilà. Et on avait 50 business angels, on avait, il y avait The Family au capital de la boîte avec Oussama Hamar. Ouais. Tu avais Kernel, qui est le fonds de Pierre Kosciusko-Morizet, qui avait monté Price Minister. Ouais. Donc tu avais des gars qui étaient pro-entrepreneurs, mais en fait, les montants d'argent qu'eux avaient investis n'étaient rien par rapport aux 2 fonds d'investissement qui étaient rentrés et qui avaient quasiment 50% de la société à ce moment-là. D'accord. Donc oui, tu avais quand même ces gars-là qui étaient un peu pro-entrepreneurs, mais in fine, ce qui s'est passé, moi, quand j'ai été... Parce qu'en 2017, 2 ans après, en fait, la relation s'était tellement tendue et on était tellement désalignés sur ce qu'on voulait faire de la boîte. Moi, je voulais construire, et j'avais fait un article là-dessus, le décathlon de la santé, et faire en sorte d'avoir une boîte omnicanale avec une marque forte. On avait un réseau de 1000 pharmacies partenaires, et donc qui étaient prêtes à nous lâcher des parts de leur capital pour que on puisse afficher vraiment 1001 pharmacies sur leur devanture. Je pense que tu as une bonne vision, parce que quand tu vois les pharmacies d'aujourd'hui, c'est que des chaînes. C'est que des chaînes, c'est des groupements même. Hein. C'est des groupements, mais ce que j'expliquais, c'est ce qui s'est vu en Allemagne et en Angleterre, c'est en Allemagne et en Angleterre, il y a une telle aura par rapport à des chaînes de pharmacies qui se sont créées. C'est Doc Morris en Allemagne, c'est Boots en Angleterre, que tu vois tellement du Boots partout dans la rue, tu es tellement sécurisé par rapport à ça que quand tu veux acheter du médicament sur internet ou n'importe quel produit de santé, automatiquement tu as une marque en tête qui te vient, c'est Boots, et donc tu tapes boots.co.uk. Et toi tu voulais ça? Et donc moi je m'étais dit, on peut avoir n'importe quel site, mais internet ça fait tellement peur en 2016-2017 pour l'achat de produits de santé qu'il faut qu'on vienne réassurer le grand public sur le fait qu'en fait on existe en physique, et donc créer cet omnicanal. Et les fonds d'investissement à ce moment-là m'ont dit, écoute, nous, on veut pas un plan sur 10 ans, ça c'est sur 10 ans. Nous, dans 2 ans, on veut avoir la possibilité de sortir, de revendre nos actions. Donc soit tu nous sors tout de suite, ou tu nous expliques
quel actionnaire ou en tout cas quelle personne, quel investisseur va nous racheter dans 2 ans, soit on part pas là-dedans, on préfère rester full web et être pas rentable et faire des levées de fonds successives. Et je leur disais, mais moi je me retrouve pas là-dedans, j'ai 8% du capital de la boîte. Si c'est pour continuer à faire des levées de fonds pour que je me retrouve avec 2% du capital de ma boîte à la fin, ok, elle vaudra peut-être 1 milliard, mais je ne suis pas maître des décisions, je ne suis pas maître de la stratégie, ça ne m'intéresse pas. Même en termes de droit de vote, tout ça, là, juridiquement, tu ne pouvais pas te border là-dessus, non ? Non, ils ne voulaient rien savoir. Ils ne voulaient rien savoir. Et ça marche ou crève, quoi. Et le truc, je leur ai dit, moi je veux bien, mais il faut me sécuriser. Dans ces cas-là, le droit de révocation de Cédric, qui était à 50,1%, on le passe à 70%. Comme ça, il n'y a pas que les fonds d'investissement qui ont un droit de vie ou de mort sur la place de Cédric dans la société. Et ils m'ont dit, mais hors de question, tu n'auras pas ça. Et tu sais quoi, tu nous as saoulés. Et du jour au lendemain, je reçois une lettre de convocation à une AG la semaine prochaine où j'ai ma révocation à l'ordre du jour. Et je ne savais pas que c'était possible. Tu vois, j'envisageais pas qu'un fonds d'investissement du jour au lendemain puisse te foutre dehors. Et donc ça a été assez brutal parce que je me retrouve en 2017 avec un enfant qui va arriver. J'ai pas de chômage parce que j'étais président d'une boîte. Aucune indemnité de sortie. J'avais pas mis d'argent de côté parce que j'étais payé 55 000 euros brut à l'année, tu vois, ce qui est rien du tout pour gérer une équipe de 40 personnes qui fait, on faisait quasiment 15-20 millions de volume d'affaires à ce moment-là. Et donc, c'est un peu la douche froide et je me rends compte aussi de la dureté de ce monde entrepreneurial. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, peu importe la boîte que je remonte derrière, il y a une chose qui est sûre, c'est que je veux faire en sorte d'avoir un business model qui est rentable, qui est périn économiquement, pour être sûr que c'est moi qui vais choisir les partenaires avec lesquels je veux m'associer. Tu vois, le fit humain, il n'y a rien de plus important. Là, avec Brix, on s'est dit à un moment donné, on relève avec des fonds d'investissement. C'est pareil, j'ai revu 30 fonds d'investissement. Dès le premier meeting, je me disais, mais lui, j'ai envie de bosser avec lui, il est smart et il m'a l'air de confiance. Et lui, mais en fait, j'ai même pas envie de le revoir. Ouais. Et donc, il faut s'acheter ce genre de situation, en tout cas de confort mental, pour te dire, en fait, une boîte, je vais être là les 10-20 prochaines années de ma vie. Celui qui pense monter une start-up et la revendre 3 ans après, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, moi j'ai un business, je vais le monter, je vais le revendre et je vais faire beaucoup d'argent. » J'ai jamais été d'accord avec cette phrase. Ça fonctionne pas. Et en plus, ce qui est le pire, c'est que quand tu as ce mindset, c'est que tu n'es pas au bon endroit, c'est que tu n'es pas vraiment aligné avec ce que tu es en train de construire et donc tu ne te projettes pas dans le futur. Ou alors tu n'es pas avec les bonnes personnes et ça te saoule d'aller bosser. Ouais. Et ça crée juste de la frustration parce qu'au bout de 3 ans, quand tu te rends compte que en fait, tu n'arriveras pas à la revendre si facilement ta boîte, tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus la niaque de te donner autant. Tu vas potentiellement faire des mauvais choix. Et donc... tu vois, je digresse là un peu, on part un peu dans tous les sens. Mais vas-y, c'est le but, hein. On s'en fout. mais le point, c'est de dire que il faut être sur un business qui te fait kiffer. Tu vois, moi, j'appelle ça le Founders Market Fit. Ouais. Être sûr que c'est le bon fondateur. Tu l'as déposé, ça ? Non, je ne l'ai pas déposé, mais en tout cas, il faut que le fondateur soit passionné parce que ce qui va faire la diff, et tu vois, c'est Steve Jobs qui le disait, ce qui fait la diff, c'est que tu as suffisamment d'énergie pour aller one step further, tu vois, l'extra miles, tu vas plus loin que les autres parce qu'en fait, quand ça devient dur, toi, tu t'en fous, tu es déter. Et donc, ça, c'est vraiment le Founders Market Fit qui fait ça. Si tu n'as aucune conviction par rapport à ton marché et que tu avais juste une idée qui te paraissait cool au début, ou potentiellement, tu vas faire une belle boîte, mais tu ne feras pas la société qui révolutionne son marché. Et deuxièmement, moi, en tout cas, je ne me suis pas retrouvé dans les business où l'objectif, c'est de cramer du cash. Tu vois, c'était le business de Mille et une pharmacies. Le e-commerce, c'est très dur. Et d'ailleurs, il y en a très peu qui ont réussi sur ce modèle-là. En étant rentable, ou alors il faut vraiment aller sur des trucs très nichés avec des grosses marges, mais tu fais pas des volumes importants, donc c'est un choix. Et donc, quand moi j'ai voulu recréer une boîte, je savais que c'était dans l'immobilier, j'adorais la finance, je voulais essayer de coupler les deux, mais je me disais, il faut quand même que, en tout cas, je vende des produits suffisamment importants en termes de taille pour faire en sorte d'avoir des marges suffisantes qui nous permettent de vivre. Ouais, mais attends, tu aurais pu faire un autre business. Pour l'immobilier, c'est la transition entre 1001 pharmacies, tu te fais révoquer en 10 jours. Du coup, tu fais quoi ? Genre, le premier du mois, tu te fais révoquer. Le 2, tu fais quoi ? Tu vas voir ta fille et ta femme ?
Non. C'est quoi le jour d'après? J'ai fait alors le jour d'après, je suis à Las Vegas. Pourquoi? Tu t'es fait virer de Las Vegas en visio? non, c'est ça, je cramais tout l'argent de la boîte. T'allais te marier à Las Vegas? On aurait pu. Mais non, funny fact, pour l'anecdote. Donc je me fais virer sur Paris et j'avais ma compagne de l'époque qui était là, tu sais, parce que elle savait que j'allais me faire virer et que ça allait être un moment dur. Et donc on prend le train, on rentre à Montpellier et genre on arrive, il est 2h du matin parce que l'AG avait duré assez tard. Donc on avait pris le dernier... Ça a duré combien de temps cet AG? Je sais pas, ça a commencé à 18h et je pense que ça a duré 2 heures. Ah, c'est quoi? Je trouve ça relativement court, mais bon, peut-être long pour le vivre. Mais... Ouais, ou 17 heures, mais tu vois, ça a duré entre 2 et 3 heures où chacun... De toute façon, t'avais... Pour prendre une décision, c'était assez long, j'ai trouvé. Bah ouais, au final, en me disant ça, j'étais en train de réfléchir. Mais j'ai fait traîner le truc, tu vois, je voulais pas... Et en plus, comme les gens, en tout cas comme les investisseurs voulaient que ça soit vraiment bien formalisé, ils avaient fait venir merde, comment ça s'appelle? Il y avait un huissier avec une sténo, tu vois, qui retranscrit tout. Un greffier, voilà, le greffier qui retranscrit tout ce qui se dit. Donc bref, je prends le train, je rentre à Montpellier et là on se dit franchement il faut qu'on se change les idées. Viens, on prend un avion, on part à l'autre bout du monde. De toute façon, ça y est, je suis révoqué. Allons cramer l'argent. et donc là, comme on n'a pas d'argent et comme on sait que j'ai plus de salaire, on regarde un peu les vols les moins chers. Et tu avais un vol pour 500 € qui faisait l'aller-retour Barcelone, Los Angeles. Et le vol, il partait genre le lendemain à 6h du matin. J'exagère un peu, mais à 7h. Et en fait, on avait une demi-heure pour faire la valise, pour prendre la voiture et pour aller tout de suite à l'aéroport de Barcelone. Ta compagne était enceinte à l'époque? Ouais, elle était enceinte. Ouais, ça va, elle pouvait prendre l'avion, donc ça va. Ah ouais. Elle était enceinte et donc le lendemain, je me retrouve à Los Angeles et après, on a fait quelques jours à Las Vegas. Et donc, moi, ça m'a permis vraiment de couper. Ouais. Et donc, la semaine suivante, le premier truc que je fais, la semaine suivante, je vais voir mon banquier et je lui dis... Ok, j'ai ce salaire-là, combien tu peux me prêter? Donc il ne sait pas que je me suis fait révoquer. Et il a juste mon dernier salaire du mois précédent. Ouais. Et il me dit, sur la base de ton salaire, là, je peux te prêter 500 000 €. Ouais. Et en fait, moi, mon objectif pendant 3 semaines, ça a été de me dire, j'ai 500 000 € que le banquier peut me prêter. L'immobilier, ça va être mon filet de sécurité. Ouais. Il faut absolument que je me crée un patrimoine immobilier pour pouvoir repartir dans des aventures entrepreneuriales parce que ce que je viens de vivre, c'est très dur. J'ai rien pour me retourner. J'ai pas de famille qui peut me prêter de l'argent. Comment je fais? Et donc là, j'ai trouvé une maison dans Montpellier qui faisait 300 mètres carrés, 400 000 € et je me suis dit, bon, c'est mon opportunité. J'avance. C'était une succession. C'était vraiment pas cher déjà pour l'époque. Tu vois, on était à 300. Tu m'as dit combien de mètres carrés? 280 mètres carrés. 300 pour 400, à Montpellier, c'est pas cher. Hein. Non, c'était vraiment pas cher. Il y avait tout à refaire par contre. Je m'en doutais un peu quand même. Ouais. Et là, je suis parti un peu tête baissée dans ce truc-là. Et j'ai passé 2 ans à faire moi-même des travaux de rénovation. Toi-même? Parce que j'avais pas suffisamment de budget. Tu vois, j'avais que 100 000 € de budget pour faire les travaux. 100 000 €? Ouais, donc tu fais rien du tout avec 100 000 €. Alors, je le dis à tout le monde, ça fait quoi? 300 € du mètre à peu près? Non, mais c'est ingérable. Ne prenez pas en compte ce mètre carré. Voilà, non, mais non, mais j'ai pas réussi. Dans le sens où c'était impossible de faire des travaux de rénovation pour 300 mètres carrés. Surtout, je découpais la maison en 5 appartements. Et donc là, je m'en suis vite rendu compte. Ouais. Donc pour faire des économies, j'ai fait moi-même une grosse partie des travaux, genre 90% des travaux. Donc maintenant, je sais faire de l'électricité, de la plomberie, du placo, de l'isolation. Tu cherches un job, on peut t'embaucher le week-end. Mais en tout cas, c'est pas mal parce que ça me permet maintenant en un coup d'œil quand je rentre dans un appartement ou dans une maison de savoir ce qu'il va falloir faire et le temps que ça va prendre, les galères que tu peux rencontrer par rapport à ça. Et le truc dingue que j'ai fait, c'est que pour financer les travaux, j'ai commencé à faire un premier crédit à la consommation de 50 000 €. Gros warning. 50 000 €, c'est à peu près 700 € par mois de remboursement. Ouais. Sur mes 500 000 €... Au taux de l'époque. Hein. Au taux de l'époque. Ouais. Oui, au taux de l'époque, je remboursais 2700 assurances incluses,
sur la propriété. Donc là, tu vois, tu es déjà à 3400. T'avais pas de différé? Non, j'avais pas de différé parce que j'avais pas un crédit marchand de biens, j'avais un crédit gestion, gestion locative. J'avais dit au banquier que j'allais mettre 10 personnes en grosse colocation et que ça allait me faire 5 000 € de rentrée locative. Et donc, c'est sur la base d'un BP locatif qui m'avait prêté l'argent. Ouais, d'accord, à 10% de 500, effectivement, ça se tenait sur le papier, ça se tenait. Exactement. Et donc, il m'a financé et donc il m'a dit, en fait, je te mets un différé, tu vois, je vais avoir 3-4 mois parce que je lui avais dit que c'était juste un peu de travail de peinture, etc. Donc, je fais un premier crédit conso de 50 000 €, je crame les 50 000 €, mais j'ai quand même toujours 3 500 € à rembourser tous les mois. À l'époque, ma compagne, elle est professeure des écoles, donc elle gagne 1008 net. Tu vis pas. Non. Et surtout qu'on avait déjà, nous, une résidence principale avec un crédit qu'on devait rembourser. Donc Et dans quelle galère tu t'étais mis? Et donc, c'était vraiment chaud. Et donc, je fais un deuxième crédit conso qui me sert à payer le premier, qui me sert à faire des travaux. Je fais un troisième crédit conso. Donc là, je me retrouve avec 150 000 € de crédit conso. Attends, c'est à cause de toi que le HSF a mis de nouvelles normes, Cédric, là, non? Oh, punaise. Et donc déjà, c'est dingue la facilité avec laquelle tu peux avoir des crédits conso et c'est complètement ouf ça, parce que ça peut te foutre vraiment dans la merde totale. Et là, je me dis, c'est plutôt noble. Mais par contre, j'arrivais à la fin des travaux. Et donc, ça avait plutôt coûté 250 000 € les travaux, là où tu retrouves un rationnel un peu économique. Tu vois, quand tu fais toi-même, tu fais hybride, c'est... Tu vois, tu es à 700-800 € les travaux. Et pourtant, il y avait un peu de gros œuvres. Vu qu'il y avait une DP, on avait... Mais j'avais vraiment... Tu vois, j'étais avec beaucoup de jobbers qui me faisaient pour pas cher. Il faut bien les trouver, les jobbers. Il faut bien les trouver. C'était une galère. Je me suis retrouvé avec 10 jobbers par jour, des fois, que je devais... Alors, ils me coûtaient pas cher, c'était 10 € de l'heure. Mais que je devais gérer. Mon seul job, c'était de gérer des mecs à qui je passais des tâches et toutes les demi-heures, je tournais des micro-tâches. Des micro-tâches. Et en fait, il n'y a pas de réflexion derrière, c'est des micro-tâches. Alors, ça coûte pas cher. Mais tout ce qui était démolition, tout ce qui était foutre des gravats dans des camions, tout ce qui était terrassement, c'était simple. Tu vois, il y avait des gros cailloux. Bon, les mecs, là, pendant 2 jours, vous allez juste trimballer des cailloux toute la journée plutôt que de payer une mini-pelle qui me coûte cher, quoi. Et donc, là, je me retrouve un peu dans le rouge et à court de cash et je me dis comment je vais faire. Et j'ai commencé, j'avais fait les 2 appartements du haut qui étaient complètement finis. Donc, il y avait la moitié des 300 mètres carrés. Donc, il y avait 150 mètres carrés qui étaient intégralement finis et qui étaient waouh. Tu as fait 2 apparts de 75 ? Donc, j'ai un de 90, un de 70 en haut. Tu pouvais faire 7 chambres ? Et donc là, il y a 5 chambres à l'étage. 5 chambres réparties. 3 et 2 ? Donc, j'ai fait 3 et 2. D'accord, ok. En fait, j'ai suivi la config de la maison. Tu vois. J'allais te dire. Tu fais pas ce que tu veux. J'allais te dire, c'est maison ancienne, ces maisons anciennes, il fallait s'adapter. Donc, ces appartements, je les ai mis à la location. Okay. Donc, déjà, ça permettait de rentrer du cash et les 2 du haut payer les remboursements, rien qu'avec les 2, de l'intégralité du crédit. Et ensuite, j'avais les 3 du bas. Et là, j'ai mis les 3 du bas à la vente en plateau, donc où tout était cassé, mais il fallait tout refaire. Et ma chance là-dessus, c'est que j'ai une agence immobilière qui est arrivée avec un investisseur et qui m'a dit je vous prends les 3. Et vous savez quoi, moi, j'ai pas envie de gérer les travaux. Je lui avais montré la façon dont les travaux étaient faits en haut et je vous les achète sur plan, mais c'était pas vraiment un plan, tu vois. Moi, j'ai offert aucune garantie de fin d'achèvement ou quoi que ce soit. Je vous les achète sur plan et vous me les faites comme ce que vous avez fait en haut. Oh, magique. Et on le met dans le compromis. Et en fait, le mec, il me prend... Ah, t'as fait une opération marchand sans faire de marchand, en fait, là, hein. Ouais, c'est ça. Et donc, ça m'a fait... les 3 du bas, il me les achète 400 000 € finis. Oh, punaise. Donc... Oh là là, merci. Merci. Donc là, tu vois, j'ai pu solder d'un coup tous mes crédits conso. Bien sûr. J'ai pu solder une grosse partie de mon crédit. Et en fait, j'avais quasiment l'intégralité de mes crédits qui étaient soldés. Pas tout à fait, mais il me restait 200 000 €. 200 000 € pour les 2 duos qui étaient en location. Et tu vois, j'ai une valeur de 2 500 €. Tu l'as divisé comment officiellement, officieuse ça, Non. Par contre, j'ai une DP, ça c'est officiel. Parce que sans DP, je ne pouvais pas avoir les compteurs électriques. Eh oui.
Donc, tu as dû faire des colonnes. Donc, j'ai fait des colonnes, j'ai dû faire un local. Tu vois, et même, il n'y avait pas suffisamment d'électricité. Donc, ils m'ont fait payer Enedis l'alimentation qu'ils ont tirée sur l'extérieur. Après, j'ai dû tirer l'alimentation à l'intérieur. Et question bête, vraiment pratico-pratique. Place de parking, ils t'ont exigé là en DP ? Ah si, ils m'ont exigé. Heureusement, j'avais un terrain suffisamment grand. Donc, on a fait une ouverture. Et donc, il y a 8 places de parking. Tous les appartements de plus de 50 mètres carrés, 2 places. Moins de 50 mètres carrés, une place. Le seul truc qu'on a fait, tu vois, c'est qu'il nous manquait une place de parking. Donc, on a triché sur la superficie d'un appartement. Pour passer en dessous de 50 ? Pour passer en dessous de 50. Il fait 52. Sur les plans, on a dit qu'il faisait 49. Tu mets un placard avec une marche, t'enlèves les mètres carrés. Hein. Ouais, c'est ça. Quoi, je veux dire, je donne l'astuce parce que nous, on enlève des placards pour gagner des mètres carrés, carrés. Et des fois, s'il faut en mettre, c'est vrai que on remet le placard. Oui, c'est vrai que tu fais une marche qui fait 1 mètre de hauteur et tu n'es plus à 1,80 m. Peut-être pas 1 mètre, mais l'astuce est là. Quoi. Je la connaissais pas, cette astuce. Voilà. Non, là, c'est... Je suis pas... En tout cas, c'est pas un archi qui a déposé, c'est moi qui ai déposé l'ADP, mais c'est l'archi qui m'a fait les plans. Et je lui ai dit, vas-y, décale-moi d'un mur de 50 cm. Il a enlevé 50 cm et tout de suite, tu perds sur la longueur, tu perds 2 mètres carrés. Quoi. Exact, donc là-dessus, ça nous a permis de gagner une place de parking. Dans les faits, il y a quand même 8 places de parking sur la copro, c'est pas mal. D'accord, donc du coup tu soldes en fait tu soldes, il te reste 200K on va dire Donc du coup je solde tout et là je me retrouve à me dire putain, je viens de faire 300 000 € de marge nette sur cette opération. Parce qu'une fois que tu revends les appartements en duo, c'est ce qui te reste. Parce que du coup, Brix t'es ressorti avec Peanuts, 0. Mille et une pharmacie. Pardon, excuse-moi, Mille et une pharmacie. Mille et une pharmacie. Il y a un truc que je connaissais pas et où là aussi tu te dis putain, tu signes des trucs dans tes pactes d'actionnaires, tu sais pas trop ce que tu veux. Tu as les clauses de liquidité préférentielle. D'accord. Donc la clause de liquidité préférentielle, c'est-à-dire qu'en priorité, si tu soldes la boîte, si tu revends la boîte, l'intégralité de l'argent va au dernier investisseur. Donc les derniers investisseurs qui sont rentrés avec leur liquide préf, donc des actions de préférence, ont mis 8 millions. Donc eux, quand ils m'ont révoqué, il restait 3 millions € de trésorerie dans la boîte. Donc eux, leur seul objectif, c'était de récupérer leur cash et de ne pas perdre d'argent. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis un manager de transition dont son objectif était de vendre la boîte à 8 millions €. Donc il a coupé tous les coûts. Même pas. Il s'est pris un gros salaire. Tu vois, son salaire. Moi, on me payait 55. Lui, il est rentré. Il était à 200K de salaire juste pour faire en sorte de continuer à maintenir la boîte et la revendre à 8 millions parce que c'est ce qui leur permettait de récupérer leur argent. Ils trouvent une boîte qui était un concurrent coté en bourse qui s'appelle PharmaSimple en Belgique, qui entre-temps a fait faillite. Et PharmaSimple leur dit moi je vous rachète 8 millions €, 4 millions € maintenant, 4 millions € en échange d'actions. Et là-dessus, il y a un lock-up de 4 ans, donc vous toucherez l'argent que dans 4 ans. Donc vous toucherez l'argent que en juin 2022. Et vous inquiétez pas parce que j'ai des grandes visions, je vais développer la boîte et l'action d'aujourd'hui vaudra plus cher, donc vous allez gagner. Donc en théorie, seuls les derniers investisseurs à hauteur de 8 millions auraient dû toucher des actions. Et ce que je ne savais pas, c'est que tu as une jurisprudence pour ne pas léser les précédents actionnaires qui t'oblige quand même à donner 10% du produit de la cession aux précédents investisseurs. Donc sur les 8 millions, il y avait 800 000 € qui devaient être répartis avec les 50% restants des autres actionnaires. Donc on se retrouve à se répartir 800 000 €, ce qui n'est pas grand-chose. Mais là-dessus, par rapport aux premiers actionnaires, en tout cas, j'étais quand même un peu majoritaire. Et donc je me retrouve en théorie à devoir avoir 200 000 € sur la totalité. Tu vois. Sur le papier ou réellement ? Sur le papier. 100 000 € que je peux toucher tout de suite. 100 000 € qui sont, même c'était un peu plus, 150 000 € qui sont bloqués et que je pourrais toucher dans 4 ans. Sur ces 100 000 €, ces 100 000 €, ils sont pas réels parce que c'est des actions qui me donnent qui ont une valeur de 100 000 € tout de suite. Mais s'ils se crachent, ciao. Tout de suite, les actionnaires ont voulu sortir. Donc mes 100 000 € sont... l'action s'est cassée la gueule, mes 100 000 € dans la foulée sont convertis en 40 000 €. Donc moi, j'ai récupéré 40 000 € de ça. Tout de suite, j'ai pu sortir 40 000 €. Donc 50 plus 40 en gros. L'action qui valait 25 €, à un moment donné, elle est tombée à 6 €. Donc moi, j'ai pu la revendre autour des 10, tu vois. Donc ça m'a fait à peu près 40 000 €. Mais l'action, c'est... En fait, tu te retrouves avec 400 000 € de gars qui veulent sortir pour une
une petite cotation boursière, ton cours de bourse se casse la gueule. Ouais. C'est l'offre et la demande. Et ensuite, j'ai 150 000 euros que je peux toucher que dans 4 ans, juin 2022. Ça va me permettre un truc cool, c'est que moi, quand je vais acheter une autre baraque, je vais dire, regardez, j'ai un contrat obligataire de 150 000 euros, prêtez-moi de l'argent sur la base de ce contrat, et j'ai une banque, tu vois, qui va me prêter 150 000 euros pour faire une autre opération immobilière. Okay. Mais en juin 2022, je devais toucher 150 000 euros de ce produit Station. La boîte a fait faillite en mai 2022. Ah ouais, d'accord. donc, j'ai jamais vu cet argent. Donc, ce qui fait que sur Millennium Pharmacy, j'ai touché 40 000 euros. Youpi. Et donc, c'est pour ça que tu vois, j'ai passé 6 ans à fond à développer une boîte pour toucher 40 000 euros. C'est ingrat. En tout cas, je n'y suis pas de ma poche, c'est déjà ça. Ouais. J'ai pas géré non plus toute la liquidation, la cession. D'un côté, ça me va bien. Et là, en l'espace de 2 ans, je touche 300 000 euros de net. Ouais. Donc, je me dis, waouh, c'est génial l'immobilier, sachant que là, j'ai mis 2 ans parce que je n'y pipais rien. Mais en fait, si je l'avais fait faire, en 12 mois, c'était réalisé. Tu aurais peut-être gagné 150-200. Exactement. Mais j'aurais pu. Mais en temps, tu aurais gagné. Et surtout, j'aurais pu multiplier les opérations. C'est que là, j'ai fait qu'une opération. J'aurais pu en faire 3-4 en parallèle. Donc, moi, bille en tête, je me dis, c'est ce que je vais faire. Ouais. Je vais trouver des bons deals comme ça, je vais faire des opérations de marchand de biens et je vais multiplier ça. Et rapidement, je me confronte à la dure réalité des banques. Ouais. Taux d'endettement, encours trop important, multiplication des opérations. Vous n'avez pas de garantie particulière parce que ce n'est pas votre métier de base. Et je vois que c'est compliqué et qu'il faut pas d'historique. Pas d'historique. Toujours compliqué, toujours plus de fonds propres nécessaires. Ouais. Les plateformes en plus de crowdfunding me faisaient un peu peur à l'époque. Ça me faisait peur de payer du 10%, 11%. Pourquoi ? Et je me disais c'était cher. Tu vois, je me disais ça m'emmerde de devoir lâcher autant, mais en fait ce qui est con c'est que ça m'aurait permis de multiplier les opérations. Tu veux dire en frais bancaires, c'est-à-dire ils te demandaient, non, c'est ça ? En tant que porteur de projet ? En tant que porteur de projet, ouais. D'accord, ok. Toi tu as mené le projet, ils te prenaient 10% de frais de frais financiers à l'année. De frais financiers à l'année, ok, oui. Et donc, c'est vrai que moi-même, je n'ai jamais testé ce modèle-là, qui, en plus, en 2017-2018, n'était pas particulièrement démocratisé. Tu vois, le crowdfunding immobilier, c'était vraiment le début. 3-4 ans, je pense, mais pas plus. Hein. Exactement. Ouais. Et donc, j'avais cette idée en tête de me dire, il y a quelque chose qui merde au niveau des banques pour financer des projets qui sont cool. Et à côté de ça, il y en a plein qui n'arrivent pas à se faire financer. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire en mettant en relation des porteurs de projets et des investisseurs particuliers. Et de l'autre côté, sur les plateformes de crowdfunding, ce que je trouvais dommage, c'est qu'il fallait des minimums de 1 000 euros à l'époque pour te permettre de rentrer dans des projets. Et je trouvais ça particulièrement élevé. Et c'est pendant le Covid que... Donc, j'ai continué à faire des projets immobiliers. Et pendant le Covid, j'ai vu à quel point c'est... développer l'investissement, que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie, avec des applications qui ont explosé. Tu vois, on parlait de Robinhood aux États-Unis, Coinbase, Trade Republic, eToro, tous ces trucs-là. Ouais. Et en fait, ça n'existait pas dans l'immobilier. Et c'était très compliqué d'aller dans l'immobilier pour investir, alors que là, en quelques clics, tu pouvais investir dans n'importe quelle action ou obligation ou crypto-monnaie. Et je me suis dit, il faut développer une app qui te permet en un clic d'investir dans l'immobilier, surtout à partir de 10 euros. C'est pas normal qu'on ait des minimums à 1 000 euros. Et là, mais pourquoi c'était 1 000 euros ? Il y avait quand même une explication à ça, non ? Ouais, c'est que en fait, tu as des coûts d'acquisition d'investisseurs qui sont assez élevés. Okay. En dessous de 1 000 euros, tu ne gagnes pas ta vie. Donc, c'est-à-dire que n'importe quelle application qui va chercher un investisseur, si l'investisseur ne paie même pas 1 000 euros, l'application est à perte. Et toi, tu t'es dit, je vais faire 10. et moi, je me suis dit, je vais faire 10 pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, ça permet à n'importe qui de tester le produit. Ouais. Mais en fait, tu gagnes pas ta vie en gagnant 10% de 10 euros. Tu vois, ça te fait 1 euro de gain à l'année. Donc, je partais du principe que c'était ma porte d'entrée pour que quelqu'un puisse utiliser mon app, mais s'il était satisfait du service, il allait rapidement monter sur 1 000, 2 000, 3 000 euros à terme, mais ça mettait pas une barrière à l'entrée qui le freinait dès le début. D'accord.
Et d'ailleurs, j'ai vu assez juste parce que là-dessus, tu vois, quand nous, les gens rentrent avec 10 euros, le panier moyen est plutôt à 2000 euros par investisseur. Ah, aujourd'hui, c'est la stat que tu as ? Ouais, c'est la stat que j'ai. Donc, et d'ailleurs, toutes les plateformes ont revu leur prix d'entrée. Merci, Brex. Même les plus grosses, tu vois, sont à 100 euros maintenant. Ouais. D'accord. Donc tout le monde s'est dit, effectivement, et toutes les plus grosses maintenant se mettent à faire de l'immobilier fractionné, tu vois. Donc on a vraiment changé la façon de réfléchir par rapport à ça en termes de marketing. Et il y avait un autre truc qui m'intéressait, c'était, et ça aussi on l'a confirmé, c'était de me dire, tu mets tes efforts où tu as ton argent. Comment expliquer ça ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas à l'acte, mais si tu leur proposes et si tu leur permets très facilement d'investir 100 euros, en fait, les gens passent à l'action et réfléchissent après. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai des personnes qui se disent « Bon, allez, vas-y, je ne sais pas, de manière très émotionnelle, je mets 200 euros parce que ce projet m'a l'air bien. Ok, j'ai mis 200 euros. Maintenant, comment ça fonctionne son truc ?» Et donc, ça pousse certaines personnes à essayer de s'éduquer autour de l'immobilier, à faire cette recherche et à avoir cette compréhension pour se dire, ok, j'ai mis 200 euros, maintenant je m'y intéresse, je m'intéresse à cette propriété, dans quoi j'ai réellement investi. Bon, ben, ça m'a fait kiffer, je vais essayer de regarder les prochains projets qu'il y a sur la plateforme. Mais en fait, jamais j'aurais pensé imaginer investir dans l'immobilier. Mais si je peux investir dans l'immobilier, ben, peut-être que je peux acheter ma résidence principale et peut-être que je peux acheter un premier appartement en location. Et on a des personnes qui nous disent avoir mis 500 euros sur notre plateforme et s'être intéressés à l'immobilier. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans l'immobilier, c'est que tu as souvent un plafond de verre qui est lié aux personnes qui t'entourent. Si tu n'as pas eu des amis ou de la famille qui t'ont montré comment faire pour investir dans l'immobilier, c'est juste une somme de complexité qui est insurmontable. Le nombre de personnes, moi, autour de moi, qui ont 30 ans, 35 ans, qui n'ont jamais fait de l'immobilier, et quand je leur pose la question de savoir pourquoi, en fait, on ne m'a jamais montré et je ne sais pas par quel bout le prendre. Je ne sais pas si je vais faire une bonne affaire. Je ne sais pas s'il faut acheter à Montpellier, à Paris, à Clermont-Ferrand. Ouais. Je ne sais pas comment je vais faire la gestion. Et donc, c'est une somme d'interrogations qui fait que tu ne passes jamais à l'acte. Et donc, le fait de mettre la personne en mouvement avec une toute petite somme d'argent, 200, 300 euros, lui fait dire, bon, ok, déjà je l'ai fait. Quelle est l'étape d'après ? Et donc là, tu mets les personnes en mouvement et tu les fais passer des steps, des stades d'avancement. Moi, je vais te dire le prisme que j'ai eu quand tu es arrivé. Parce que je te disais, là, un peu en intro, je ne sais pas si tu as été filmé, mais en off, moi, je te suivais à l'époque sur Minute Pharmacie avec ma compagne, vu qu'elle a été une appétence sur l'aspect pharmaceutique. Donc, je te suivais de très, très, très loin. Donc, quand tu t'es monté, je t'ai vu émerger. Et le truc, c'est qu'en fait, et je vais commencer par la fin pour que tu comprennes, c'est qu'en fait, à aujourd'hui, en 2024, je suis persuadé que maintenant, il faut un chemin éducatif dans l'immobilier. Je le dis parce que du coup, moi au début, c'est pas que je croyais pas en Brex ou ce que tu faisais, mais j'avais du mal. En fait, bêtement, je pense que bêtement, je peux l'assumer, c'est que je ne comprenais pas pourquoi les gens n'investissaient pas directement dans la pierre physique. Je me suis dit, attends, moi je l'ai fait, la sueur n'était pas non plus extraordinaire, je comprenais pas. Maintenant, à l'âge que j'ai et le parcours que j'ai, en fait, les gens ont besoin des points de contact avec l'immobilier. Alors là, on parle de vertical immobilier, mais ça se réfléchit partout. Et je trouve qu'à aujourd'hui, d'avoir un premier point de contact avec du crowdfunding, parce qu'à l'époque, tu n'existais pas, mais il y avait des club funding ou des community qui étaient là. Ouais, c'est ça. Et en fait, ces gens-là, je me dis, attends, les mecs, ils investissent 1000 ou 2000 balles, je dis quand même, ils peuvent prendre ce mini-apport, faire un petit truc à 70, 80 000 euros. Je veux dire, il y a plein de villes en France sur lesquelles tu peux le faire. Et je ne comprenais pas ce cheminement. Mais au final, je me dis, c'était un premier point de contact, au final. Parce que la question que je voulais te poser, parce que là, on va parler vraiment de Brex. Mais tu vois, en fait... Je suis complètement d'accord avec toi. Il te faut des points de contact et il faut de la réassurance. Et les influenceurs, et tu vois, ce podcast ou d'autres podcasts liés à l'immobilier font beaucoup aussi parce que ça permet d'avoir des expériences et des retours sur des personnes comme n'importe qui, justement, qui ont réussi à passer à l'acte. En fait, la problématique des plateformes de crowdfunding qui étaient déjà existantes, c'est que quand tu regardes un peu les personas, donc quand tu regardes la typologie de clients, c'est 43 ans minimum, CSP+, parisien, avec un salaire moyen de 100 000 euros à l'année. Et comment tu sais ces stats ? C'est des stats qui sont publics. C'est des stats qui sont publics. Non, parce qu'on a bien fait nos recherches. Tu as fait ton étude de marché. Et parce qu'on a fait notre étude de marché, et parce qu'eux communiquent là-dessus, et parce qu'eux... historiquement, passe beaucoup avec des conseillers en gestion de patrimoine et c'est la population des conseillers en gestion de patrimoine. Tout à fait, Donc, tu as 90% de Parisiens qui ne sont pas représentatifs du tout de la France. C'est des personnes qui ont 43 ans et plus,
qui passe par les plateformes de crowdfunding comme pour maximiser la rentabilité, mais c'est une allocation, donc c'est une poche d'investissement qui représente peut-être 5% ou 10% de la totalité des investissements que ces gars-là font. Et en général, ce n'est pas ces personnes-là qui ont des problématiques à passer à l'acte dans l'immobilier parce que soit ils vont être accompagnés avec des conseillers en gestion de patrimoine qui le font pour eux, soit en fait ils ont déjà monté des business ou en tout cas ils ont des professions qui font que ça ne leur fait pas peur d'investir dans l'immobilier. Ce que nous, on a voulu faire, c'est parler à la masse, au grand public, aux personnes qui sont encore étudiantes, aux personnes qui veulent s'élever dans la société de manière sociale, mais qui ne savent pas par quel bout le prendre. Et donc, quand tu démocratises à partir de 10 €, la communication qu'on a eue, elle était vraiment massive. Donc, on ne s'adressait pas du tout à la même typologie de public. Et les personnes qu'on touche sont des personnes qui ne savent vraiment pas comment faire pour investir dans l'immobilier. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Mais du coup, quand tu as lancé Brix, c'était quoi le jour où tu t'es dit... Parce que juridiquement, moi, j'ai regardé un peu il y a très longtemps. Et le truc, c'est que je me suis dit, là, il a cassé le truc. Parce qu'en fait, moi, je suis d'un monde de la franchise où j'ai travaillé, où le monde des royalties, parce qu'on va en parler de ce modèle-là, où moi, je le connaissais. Et j'ai dit, le mec, il a fait la royalties du monde de la franchise. En fait, pour moi, tu avais franchisé l'immobilier. Je le dis avec mes mots, mais vraiment simple. Et je veux dire, moi, ma question que je voulais vraiment te poser, c'est, parce que le crowdfunding existait depuis quelques années, tu t'es dit, OK, il y a le modèle obligataire et le modèle royalties. Qu'est-ce qui t'a fait choisir entre les deux ? Est-ce que juridiquement, tu t'es fait conseiller pour te dire, OK, royalties, il y a une fenêtre. Et moi, au début, j'y croyais pas. Mais comment tu l'as fait ? Je me suis dit, il a craqué le truc. Et je voulais savoir, vraiment, naïvement, tu as eu les deux modèles en face de toi. Qu'est-ce qui t'a fait choisir les royalties ? Parce que tu savais que tu es dans un terrain qui a été jamais fait, qui était vierge. Et exactement. En fait, moi, mon rêve, c'était de titriser l'immobilier. Donc, titriser, il y a un mot un peu péjoratif, mais en fait, parce qu'on passe tout de suite au titre, à la titrisation financière, au subprime, etc. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce que je voulais dire là derrière ? C'est ce qui a été très compliqué. En fait, je ne suis pas le premier à avoir dit il faut rendre accessible l'immobilier dans le monde. Beaucoup de startups l'ont fait avant moi. Tu vois, aux États-Unis, il y a une startup qui s'appelait Realty Shares. Realty Shares qui s'était créée dans les années 2010. Ils ont levé à peu près 600 millions. C'est pas beaucoup. 600 millions, pardon, pour acheter des propriétés avant de se casser la gueule. D'accord. Okay. Tu as une boîte UK qui s'appelle Property Partners, je ne sais pas s'ils sont encore là, qui avait levé pas mal d'argent avec des beaux fonds d'investissement qui n'ont pas fonctionné alors qu'ils avaient plus de 100 millions de propriétés sous gestion. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé à un moment donné, c'est qu'ils avaient le même modèle que nous initialement, c'est-à-dire d'acheter des propriétés, d'en faire la gestion et de rendre une partie des revenus et de dématérialiser les parts et de pouvoir s'échanger des parts comme ça. D'accord. Et en fait, moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné, alors que c'était des boîtes qui avaient beaucoup d'argent et de biens sous gestion. Et en fait, quand j'ai interviewé leurs premiers business angels, ce que j'ai compris, c'est qu'ils étaient obligés de créer, pour faire ce système d'action, ce qu'on appelle des SPV. Un SPV, c'est un véhicule juridique qui est dédié à l'acquisition d'un bien immobilier. Et en fait, quand tu te retrouves avec 150 propriétés sous gestion avec des sociétés différentes, quand c'est des biens immobiliers qui valent 200 000 €, tu te retrouves dans une complexité juridique. Usine à gaz. Pour administrer ça, c'était une usine à gaz et surtout qu'à l'époque, on n'avait pas des comptos et des banques en ligne et des outils de simplification pour t'automatiser ta comptabilité. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, je ne dis pas ça pourrait se faire, d'avoir 2000 sociétés en gestion. Mais si tu te dis que tu veux titriser l'intégralité des biens immobiliers dans le monde, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas avoir 1 million de sociétés en gestion de manière efficiente. Ou alors, il faut vraiment que tu sois très très bon dans l'automatisation et que tu sois Google ou Amazon. Il y a Make maintenant. Pardon ? Il y a Make non pour faire les automatisations. Ouais, mais c'est des En fait, là, tu dois automatiser de la... C'est pas la même chose. De la comptabilité plus des obligations. En fait, ce qui est chiant, c'est tes obligations juridiques. C'est qu'à chaque fois que tu crées une société, il faut aller l'inscrire sur impôt.gouv pour pouvoir faire tes déclarations de TVA. Et en fait, il n'y a pas encore d'API qui te permettrait facilement de faire ta déclaration de TVA et de faire automatiquement ton inscription au niveau des impôts. Donc, rien que ça, c'est chiant. Et ça te prend du temps. Ou alors, ça te demande de passer par un comptable qui te prend 3 000 € par an par société.
Et donc 3 000 € par an par société, ça vient pour un bien à 200 000 €, ça devient complètement te péter ta rentabilité. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, dans l'immobilier, il y a deux façons d'acheter. Soit tu achètes en personne physique, et donc dans ce cas-là, tu te tapes en direct les droits de mutation, donc ce qu'on appelle les frais de notaire, et donc tu es à 7% de frais de notaire. Soit tu fous ça dans des sociétés, et donc la société, c'est une personne morale, c'est elle qui détient l'actif, et donc la société détiendra toujours l'actif, mais en fait, c'est plus l'actif que tu échanges, c'est des bouts de la société. Ouais. Donc, c'est des parts sociales, c'est les actions de la société qui s'échangent. Et donc là, c'est ce qu'on appelle du fractionnement, et ça, tu peux très facilement l'échanger. Mais tu as quand même cette problématique de multisociété. Et je me suis dit, ces multisociétés, pour moi, ça ne fonctionne pas. Il faudrait qu'il y ait un seul fonds d'investissement qui possède beaucoup de biens immobiliers, et tu n'as une part que d'un financement qui est lié à un bien immobilier. Et comment je fais ça ? Tu es obligé de le gérer avec une sorte de dématérialisation qui va être soit un contrat de dette, soit un contrat d'usufruit, soit quelque chose qui ressemble à ça. Mais en tout cas, les obligations répondent à ça. C'est un contrat de dette qui est spécifique à un bien immobilier. Et donc, tu peux multiplier le nombre de biens immobiliers au niveau d'une seule et même société, ce qui te facilite en tout cas la gestion comptable. Tu peux avoir juste une comptabilité analytique qui est par bien immobilier. Et donc, moi, je voulais le faire au début avec un système d'obligations. Et je m'étais dit, en fait, ça peut très facilement fonctionner. Ouais. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est un peu le contexte juridique et macroéconomique qui m'a obligé à partir sur des royalties, parce que c'est au début quelque chose que je n'avais même pas en tête. Je contacte l'AMF, on est en janvier 2021. Et je leur dis, j'aimerais avoir une licence pour être CIP. Donc à l'époque, c'était la licence qui était octroyée par l'AMF, conseiller en investissement. CIF, non ? CIF, c'est conseiller en investissement financier, mais ce n'était pas CIF, c'était plateforme d'investissement, mais c'était statut CIP. Ok. CIP, plateforme de crowdfunding. Et là-dessus, ils me disent, il y a un nouveau statut européen qui va arriver dans 6 mois, en novembre 2021. Nous, tant que le statut n'est pas encore live, on ne donne pas de nouvel agrément CIP. Attendez qu'il y ait le statut PSFP qui soit live pour faire une demande sur le statut, et on prendra 1 mois pour l'instruire. Donc, si vous voulez, dans 6 mois, on se reparle, et dans 18 mois, vous pouvez avoir votre agrément pour être plateforme de crowdfunding. Ah oui. Et moi, si tu veux, moi, je trouvais mon concept génial, et je me dis, mais je ne vais pas attendre 18 mois. Donc, comment je fais ? Donc, il faut que je le fasse sans agrément. Il faut que je puisse me lancer live pour tester mon concept. Et là-dessus, je me creuse la tête. Et un jour, je vois passer dans un média le terme royalties, mais rien à voir avec l'immobilier. Tu vois. Et moi, comme je viens du monde pharmaceutique, je me dis, putain, mais attends. Et oui, dans les pharmacies, il y a du royalties. Si tu fous du royalties sur de l'immobilier, tu as la certitude que le mec, il ne va pas perdre son argent. Mais en fait, le principe du royalties, c'est quoi ? C'est dans l'industrie pharmaceutique, c'est de dire, moi, en tant qu'investisseur, je mets 1 million d'euros dans un vaccin. Ce 1 million d'euros ne m'appartient plus. Ouais. Mais en échange de ça, je vais avoir 10% du chiffre d'affaires qui va être potentiellement généré par le vaccin. Donc, si le vaccin marche super bien parce qu'il y a un Covid qui arrive et que ça fait des milliards et des milliards de chiffre d'affaires, en fait, mon investissement peut me rapporter 10% de tout le chiffre d'affaires lié à ça, et ça peut être super rentable. Mais en contrepartie, j'ai la possibilité de tout perdre. Ouais. Et donc, mon point, c'est de dire, si je le mets sur de l'immobilier, l'investisseur, l'argent ne lui appartient plus. Ouais. L'argent m'appartient, je fais ce que je veux et je peux acheter de l'immobilier. Mais si je m'engage à acheter un bien immobilier avec une rentabilité donnée et que je m'engage à reverser 100% des loyers qui sont générés et 100% du produit de la plus-value à la revente, le risque il est minime pour l'investisseur, dans la mesure où l'immobilier, ça ne perd pas trop de valeur en général. En tout cas, pas sur du long terme. Et donc, je me dis, c'est assez magique parce que comme l'argent n'appartient plus à l'investisseur, les royalties ne sont pas considérées comme un produit financier, dans la mesure où tu m'as confié de l'argent en échange d'un revenu futur. L'argent ne t'appartient plus, ce n'est pas un produit financier. C'est un bien divers en tout cas, et ça permet d'être juste régi par un contrat de gré à gré entre nous. Comme ce n'est pas considéré comme un produit financier, je n'ai pas besoin d'être régulé par une autorité qui est l'autorité des marchés financiers. Donc, je peux lancer tout de suite et ça peut être tout de suite live. Et ce qui est marrant à ce moment-là, c'est que je rédige moi-même le contrat de royalties. Ah ouais.
Donc le contrat qu'on a toujours utilisé, c'est moi qui l'ai rédigé. Ah ouais. Donc, en plus, je n'avais pas de ChatGPT, donc je sais pas, je prends 2 semaines pour rédiger le contrat. Je prends des bouts de contrats de royalties qui existent à droite à gauche. Je m'inspire d'un peu du droit américain. Je l'envoie à mon avocat que j'avais et que je connaissais à l'époque. Il me dit mais non, ça, juridiquement, ça peut pas fonctionner, ça marche pas ton truc. Je l'envoie à un second avocat. Il me dit mais non, ça peut pas fonctionner. Et là, je passe par un cabinet d'avocats qui s'appelle Bold, qui sont plutôt des avocats pro-entrepreneuriat. Ils sont où Qui sont basés à Paris. Paris, ok. Et ils me disent putain, c'est génial ton modèle. Carrément, nous, on te relit ton contrat, on te refait le wording et tout ce qui va. Mais pourquoi les deux autres ont dit non? En fait, ils avaient méconnaissance. Le royalties, ça s'est jamais appliqué à l'immobilier. Si tu veux, les contrats. Tu peux ne pas jamais l'avoir appliqué, mais juridiquement, si c'est viable, c'est viable. Ouais, mais juridiquement, il y a un côté royalties qui nécessite de la propriété intellectuelle derrière. Comme ça, c'est toujours vu avec de la propriété intellectuelle. Les premiers avocats, ils étaient en train de me dire il faudrait déposer une marque avec de la propriété intellectuelle, que ce soit les mecs qui investissent dans la marque et qu'on ait une marque par immeuble. Je leur ai dit non, mais arrêtez les conneries, là, c'est trop complexe, c'est ce que vous voulez me faire. Moi, c'est du revenu-based financing, c'est que j'ai un bien immobilier, on va foutre du royalties et c'est basé sur la rentabilité. Troisième cabinet d'avocats, il me dit ouais, c'est génial ton truc, on est à fond, on te valide le modèle, regarde, on t'a refait un wording de la chose. Donc eux, ils étaient sereins, eux. Et ils étaient sereins. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à bosser avec le Crédit Agricole Languedoc, ils ont demandé en plus une analyse faite par un autre cabinet d'avocats avec lequel ils travaillent, qui est à Montpellier, qui s'appelle PVB Avocat. Et PVB Avocat m'a dit bah ouais, ça tourne son truc, tu vois. Ah ouais. D'accord, ouais. Donc deux quand même avocats PVB sur Montpellier, c'est quand même ça. Ouais, c'est quand même sérieux. Ouais. Et en fait, moi, tu vois, j'avais tamponné une legal opinion de PVB Avocat qui disait oui, le modèle il tourne, et donc Crédit Agricole a dit bah ok, on met 10 millions d'euros en financement sous forme de prêt en plus de ce qu'il va réussir à récupérer en royalties. Donc tu vois, j'avais une banque qui était prête à... Donc les royalties, qu'on comprenne bien, 10 millions, c'est-à-dire que tu peux récupérer potentiellement X millions d'euros par le biais des gens qui vont te donner les royalties, quoi. Ouais, le Crédit Agricole, ce qu'ils m'ont dit, c'est que tu vas acheter des propriétés avec des royalties. Bah, nous, ce qu'on te propose, c'est que pour un euro investi par les investisseurs, nous, on met 1 euro en financement bancaire. Ça veut dire 10 plus 10, c'est-à-dire 20 millions d'euros d'investissement. Au global, exactement. Et ce qui a permis de doper les rentabilités, parce qu'au début, sur les premiers immeubles, comme il y avait de la dette bancaire à côté, moi, je mettais au travail une surface financière qui était en partie financée par la banque. Un investisseur, sur ses fonds propres, j'étais capable d'aller lui chercher jusqu'à 15% de rentabilité. Pourquoi ? Parce qu'il me suffisait de trouver un immeuble qui générait du 7-8% de rentabilité, et tu multipliais quasiment par 2, moins les intérêts bancaires, mais on était à 1% à l'époque, donc tu multipliais quasiment par 2 la rentabilité pour l'investisseur. Donc ce qui fait que les premiers immeubles avec de la dette bancaire ont été méga rentables pour les investisseurs parce qu'on avait cet effet de levier. Et les gens, en investissant sur Brix, et c'est ce qui plaisait beaucoup avec ce système de royalties et cet effet de levier bancaire à côté, en investissant sur Brix, ils mettaient au travail de l'argent, et surtout ils allaient chercher un endettement bancaire supplémentaire qu'ils ne pouvaient plus avoir avec leur banque parce qu'ils étaient au taquet de leur endettement. Donc j'avais des personnes qui disaient je mets sur Brix parce qu'en fait vous avez du 1 pour 2, donc il y a la banque qui met 50% en face. Exactement. Et donc, c'est aussi ce qui a permis, tu vois, cet effet de levier bancaire, d'attirer au début beaucoup de personnes sur la plateforme qui se disaient mais waouh, il n'y a aucune plateforme qui nous offrait du 15%. Ah ben, c'était jamais vu. Hein. Parce que dans le modèle en obligation, donc juste pour finir sur les royalties, et après on parle du modèle en obligation qui est le nouveau modèle de Brix, la contrepartie de ça, c'est que l'intégralité de la rentabilité est pour l'investisseur, mais le risque est aussi porté par l'investisseur. C'est-à-dire que quand il y a de la vacance locative, quand il y a des impayés, c'est les investisseurs qui sont censés avoir du 15% à la base. Les investisseurs se retrouvent à avoir 12-13 uniquement. Et en plus, dans cette rentabilité, tu as un effet capitalisation. C'est que sur les 15%, tu ne touches pas 15%. Tu vas être à 7-8% d'argent qui t'est reversé de manière mensuelle et qui correspond à des royalties, mais sur la base des loyers qui sont récupérés. Et l'autre partie, c'est une partie capitalisation, c'est-à-dire que quand on revendra le bien immobilier, comme il y a une partie de l'emprunt qui a été remboursée... C'est plus un TRI, là, ce que tu décris. Donc on est plus sur du TRI. Ouais. Le TRI, c'est la rentabilité. Le rendement, c'est l'argent qu'on reverse. Oui. Et donc, en tout cas, le TRI cible, effectivement, sur certains immeubles, était autour de 15. Okay.
Ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, ça a fait pas mal d'émules parce qu'on a été les premiers avec cette innovation juridique à dire il y a peut-être un moyen de faire du revenue-based financing, comme ils disent aux États-Unis, donc c'est-à-dire de la rentabilité basée sur des actifs réels. Donc, on a eu une dizaine de startups dans la foulée qui se sont créées, en tout cas concurrentes. Et si bien qu'au bout de 1 an, tu vois, on avait collecté 60 millions d'euros avec à peu près 60 000 investisseurs. Et là, j'ai l'autorité des marchés financiers qui est revenue me voir et qui m'a dit écoutez, là, vous ne pouvez plus continuer sur un modèle de royalties. Vous n'êtes pas régulé. Vous faites exactement la même chose que toutes les plateformes qui existent déjà en crowdfunding. Et en fait, on a des demandes et des plaintes toute la journée de vos concurrents qui disent qu'elles ne comprennent pas que vous puissiez faire votre activité comme ça et vous développer rapidement sans aucune contrainte juridique, alors qu'elles ont des trucs assez lourds derrière. Et donc là, ils me disent, il y a 2 options. C'est soit demain, on envoie le dossier auprès d'un procureur de la République qui va trancher sur le fait que oui ou non, les royalties sont de notre compétence et sont un produit financier déguisé. Ou alors, on vous laisse une deuxième option, c'est maintenant vous demandez votre agrément de plateforme de financement participatif, donc l'agrément PSFP, et vous basculez sur un modèle qui est un modèle obligataire. En gros, ils t'ont pas laissé le choix. En gros, ils m'ont dit... Non, en gros, pour moi, j'avais pas le choix, mais, mais certains, tu vois, parce que ils sont allés voir plusieurs acteurs, certains sont rentrés dans une position dure avec l'AMF et ont dit, allez-y, balancez au procureur. Nous, on est sûr que nos avocats ont backé le modèle et qu'on n'est pas sur des produits financiers. Et si tu veux, je pense que 10 ans auparavant, c'est peut-être une attitude que j'aurais pu avoir, tu vois, un peu cow-boy, cavalière. Mais quand j'ai monté Mille et une pharmacies, je suis rentré en conflit dès la première année avec l'ordre des pharmaciens, dans un procès qui a duré 3 ans pour que, in fine, ce soit l'ordre des pharmaciens qui gagne, parce que c'est quand même une représentation étatique et tu vois, ils auront toujours gagne cause. Et donc là, je me suis dit, ça ne sert à rien de se mettre à dos une instance de régulation. Il vaut mieux montrer qu'on est de bonne foi, qu'on a envie de collaborer et qu'on n'est pas là pour faire un coup, mais qu'on est là sur les 20 prochaines années et travailler main dans la main avec eux. Donc moi, vraiment, mon discours avec eux, ça a été de leur dire, écoutez, moi, je ne suis pas là pour essayer de contourner le système. Je voulais vraiment me lancer rapidement et démontrer que permettre à n'importe qui d'investir dans l'immobilier à partir de 10 euros, ça a du sens et ça répond à une vraie problématique. Et il y a une demande là-dessus. Et donc, peu importe, nous, la façon dont on fait les choses, que le contrat il s'appelle royalties ou obligations, notre mission, ça sera toujours la même et on y croit avec une conviction qui est chevillée au corps. Donc s'il faut prendre 10 mois pour aller choper un agrément et continuer à faire le job de cette façon-là, aucun problème, on va le faire et on va vous montrer qu'on le fait mieux que les autres. Tu avais levé ou pas? Et ce qui nous sauve, c'est que, parce qu'ils ont fermé la boîte pendant 10 mois. Fermé la boîte? Ils nous ont obligés à arrêter notre activité le temps qu'on ait l'agrément pendant 10 mois. Ce qui nous sauve, c'est qu'on avait levé 13 millions d'euros avec notre communauté, nos investisseurs particuliers, et c'est ce qui nous a permis de tenir, tu vois, et de continuer à payer les salaires et d'avoir l'équipe qui reste en place pour pouvoir redémarrer le plus rapidement possible. Putain, ils t'ont interdit de bosser pendant 10 mois, quoi. Ouais. Même si tu aurais pu bosser genre en mode obligataire. Et je pouvais pas, j'avais pas le droit de bosser en mode obligataire vu que j'avais pas encore la licence. Donc non, ils m'ont dit les royalties c'est fini. Tu vois, mais ils n'auraient pas pu, et tu vois, c'est la question que je voulais te poser qui complète, ils n'auraient pas pu se dire, écoute, on va analyser les royalties et peut-être que c'est bien, ou tu vois, au lieu de se dire, ok, on a un modèle, vas-y, contraint, en fait, tu es contraint soit par la voie légale ou soit la voie normale. Et pourquoi ils n'ont pas étudié le royalties en disant, écoutez, peut-être que le crowdfunding, il y a peut-être deux moyens à terme, le royalties et l'obligation. Ils n'étaient pas dans ce schéma-là. En fait, c'est pas eux qui font la législation. C'est-à-dire que la législation, là, aujourd'hui, dit que le royalties n'est pas un produit financier. D'accord, ok. Donc, ils peuvent pas, eux, de leur propre interprétation, arbitrage, dire, à partir de maintenant, on prend sous notre tutelle les royalties. Tu vois, il faut que ça soit une régulation européenne qui le dise. Personne ne parle des royalties dans la législation européenne par rapport au financement participatif. Soit il faut que ça soit une législation nationale et donc la législation française. Mais ça peut être jugé que par un juge. Tu vois, c'est qu'un juge qui peut soit faire jurisprudence, soit
la loi avec des députés. Les députés, ils s'en foutent totalement. Tu vois, il y a pas de... Donc, ça peut passer par ordonnance, mais il faut que ça remonte, tu vois, au ministère de l'économie à Bercy. Pareil, ils s'en foutent, c'est microscopique. Et en plus, tu vois, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que les royalties, c'est quand même utilisé massivement par l'industrie pharmaceutique et par l'industrie musicale. Si tu commences à dire que les royalties, c'est un produit financier, mais tu peux être sûr que tu vas avoir des lobbying très puissants qui vont se mettre en place au niveau de l'industrie pharmaceutique pour dire vous n'allez pas nous foutre ça en produit financier parce que nous, ça va nous demander des exigences monumentales. Nous, on est très bien à faire nos financements de vaccins comme ça. Donc, tu ne peux pas le transformer en produit financier, mais par contre, tu peux imposer aux acteurs qui font du royalties sur de l'immobilier ou sur n'importe quelle plateforme de financement participatif de se mettre dans le rang parce que sinon, elles partent sur des galères juridiques tu vois, sans fin, quoi. J'ai compris. Tu vois, franchement, justement, le temps long du podcast, c'est génial parce que j'ai compris. Maintenant, Brix, obligation. Tu es passé, tu as tenu 10 mois. Du coup, pendant ces 10 mois, vous mettez en ordre de bataille en disant OK, on va aller chercher des produits et les monter en obligation. Donc là, tu rentres dans le même game que les autres. On est d'accord? Donc, on est d'accord. On a fait... En fait, si tu veux, l'innovation, des fois, elle repose sur des petites choses. Tu vois, là, appeler ton contrat royalties plutôt qu'obligation, ça a été une innovation juridique qui nous a permis, de manière marketing, de capturer rapidement un marché. Oui, clairement, Deuxième innovation, peu importe la façon dont tu appelles ton contrat, on a un truc qui est simple sur notre plateforme, c'est que on parle à des personnes qui ne sont pas éduquées financièrement, qui sont à un public qui est, on l'appelle juridiquement, non averti. Ouais. Quand tu arrives sur une plateforme, celle que tu as citée par exemple tout à l'heure, où ils te proposent des obligations simples, des obligations convertibles, de l'action, du prêt, des remboursements qui vont être en in fine, des remboursements partiels amortissables. Il faut être aguerri là. Il faut être méga aguerri. Et donc, tu as d'un, la structuration de l'obligation qui est complexe et il faut la comprendre d'un point de vue intellectuel et financier. Et deux, ensuite, tu dois analyser l'actif immobilier pour comprendre de quoi on parle. Complètement, ouais. Et nous, on a une vision qui est de vulgariser au maximum l'investissement pour que la personne puisse multiplier ses investissements et diversifier sur beaucoup de projets. D'accord. Donc, on a fait un truc qui est tout con, qui est de dire, vous savez quoi, vous allez vous focaliser que sur le bien immobilier parce que à côté de ça, d'un point de vue financier, on a une brique qui est une obligation à 10 € avec des revenus qui sont reversés, donc des intérêts qui sont reversés tous les mois, mensualisés. Et ça, c'est pareil sur n'importe quel projet. Donc, vous n'avez qu'une chose à regarder, c'est le bien immobilier et combien ça vous rapporte à l'année. Est-ce que c'est 8, 9, 10%? Basta. Ouais. Et la brique, c'est toujours la même chose. Et donc ça, déjà, dans la tête des gens, ça facilite parce que le message est clair. Tu ne leur parles pas d'actions, d'obligations, de ci, de ça. C'est une brique. Donc déjà, tu mets une couche d'abstraction au niveau de ton produit financier en disant c'est une brique et c'est très facile pour une personne de comprendre que ok, c'est une brique à 10 € et ça me rapporte 9% à l'année sur ce bien immobilier et je m'en fous de savoir ce que c'est derrière. Okay. Je m'en fous de savoir si c'est du royalties, de l'oblig, je veux juste mes 9%. Ce qui a été particulièrement intéressant, c'est de se dire que l'obligation, on change le modèle, on passe sur un taux fixe. On aurait pu faire différemment, tu peux faire des obligations à taux variable et tu peux reproduire le modèle du royalties. Donc, on aurait pu juste changer le nom du contrat. Ce dont on s'est rendu compte et pendant ces 10 mois de réflexion, c'est qu'on continuait d'exploiter les 60 millions de biens achetés en royalties. Et en fait, les personnes, à partir du moment où tu leur dis que tu vas leur reverser 5%, 6% de revenus à l'année, si tu leur reverses que 4%, ce qui représente quand même 80% de l'objectif, elles commencent à gueuler. Elles disent attendez, moi vous m'aviez dit que j'allais recevoir 5% de revenus, je me retrouve à récupérer que 4% à l'année. Et on leur dit ouais, mais c'est le jeu. C'est-à-dire qu'à côté de ça, si le bien immobilier il double de valeur, la plus-value elle est pour vous. Et donc en fait, les gens ne regardaient pas trop la capitalisation. Ouais. Ceux qui regardaient la capitalisation, c'était plutôt des personnes averties qui mettaient des gros billets et que eux, ça faisait kiffer de se dire qu'ils allaient pouvoir doubler leur patrimoine. Mais en tout cas, sur les revenus reversés, les gens voulaient... Non avertis. Les gens voulaient vraiment des rendements qui soient réguliers. Des gains immédiats, mais réguliers en se disant « Ok, moi je fais
Ça va être un complément de salaire, un complément de retraite. Si je mets 10 000, je veux être sûr que tous les mois, je touche 400 €. Voilà. Et ça, c'est la culture, je veux dire, un peu française sur l'aspect argent. Et donc, mais après, moi, je ne vais pas faire de jugement de valeur, mais en tout cas, nous, ce qu'on s'est dit là-dessus, c'est qu'à partir de maintenant, on va faire des revenus fixes. C'est-à-dire que si on se dit que on peut avoir 9% de rentabilité sur l'immeuble, ben on va offrir 7 qui sont fixes et ça ne bouge pas. Et en fait, on prend une marge de manœuvre qui, si elle est positive, est pour la société Brix. Et si elle n'est pas positive, ben c'est nous qui prenons ça. Parce que du coup, c'est là, on va parler du modèle Brix, le nouveau. Là, tu y viens petit à petit. Mais du coup, c'est le porteur de projet qui t'amène le projet qui prend le risque à 100%, je veux dire. C'est exactement ça. C'est le porteur de projet. Donc, deuxième chose qui a été introduite avec ce nouveau modèle PSFP, donc cette nouvelle licence, c'est que jusqu'à présent, c'était nous qui achetions les immeubles et qui en faisions la gestion. Donc, on avait une société qu'on appelle une foncière qui détenait tous les immeubles. Sur ce nouveau modèle, pour ne pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, tu as obligation que les projets soient amenés et portés par un porteur de projet. Donc, c'est un entrepreneur qui dit moi, j'ai trouvé une villa super intéressante que je vais pouvoir exploiter pour des mariages, pour des séminaires. La banque ne m'accompagne pas, j'ai envie que vous me financiez. Donc nous, on va regarder le prévisionnel financier et valider que tout est OK. Et donc, on va proposer à ce porteur de projet de mettre le bien sur notre plateforme et c'est lui qui va être financé. Et effectivement, ce porteur de projet va devoir rémunérer les investisseurs pour ça avec un taux d'intérêt qui est fixe. Donc ce taux d'intérêt fixe, quoi qu'il se passe, il est dû pour l'investisseur. Le risque pour l'investisseur, c'est qu'il y a un défaut. Un défaut, ça veut dire que le porteur de projet ne soit pas en capacité de payer les intérêts ou de rembourser le capital à la fin de l'échéance, donc à la fin de la durée de l'emprunt de l'obligation. Et donc nous, c'est la raison pour laquelle là-dessus, on va prendre des hypothèques de premier rang qui sont sur le bien immobilier qu'on finance, qui sont potentiellement sur d'autres biens immobiliers qui font partie du patrimoine de l'entrepreneur, pour nous garantir que dès qu'il y a le premier défaut et que la personne ne paye pas ses intérêts, hop, on saisit le bien immobilier, on revend le bien immobilier et on rend l'intégralité du cash à l'investisseur. Oui, il y a zéro risque pour l'investisseur en fait. Alors, moi, j'ai interdiction de dire qu'il y a zéro risque et que c'est garanti parce que ça, c'est jamais garanti. Ton risque là-dessus, il y a un seul risque, à mon sens, c'est qu'on a tendance à croire qu'une hypothèque, ça te couvre à 100%. Ouais, d'accord. Sauf que quand il y a une procédure collective, donc quand j'ai une société qui part en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, là-dessus, il y a un liquidateur qui rentre pour faire la répartition. Il y a l'État qui est toujours prioritaire. Donc, si par exemple, je suis en hypothèque de premier rang, c'est-à-dire que normalement, quand le bien immobilier est revendu, je dois récupérer le cash en priorité. Si je n'avais pas payé certains salaires ou cotisations sociales, l'État va pouvoir les récupérer avant moi, même si je suis en premier rang sur l'hypothèque. D'accord. Il se trouve que nous, on demande la création d'une société qui est dédiée à l'exploitation, en tout cas qui est dédiée à faire financer ce bien immobilier. Donc, il n'est pas censé y avoir des employés et des charges sociales et des charges patronales au niveau de cette structure. Donc déjà, ça réduit ce risque-là. Donc, c'est un risque qui est théorique, celui-là, que moi, j'ai tendance à écarter. Le seul point qui est un peu chiant, c'est que pour récupérer un actif quand tu es en hypothèque, ça prend à peu près 12 à 18 mois avant d'avoir ton actif et d'arriver à le revendre et de rendre le cash. Donc, le capital est relativement sécure, d'autant que nous, on prend des hypothèques des fois qui sont sur 2 fois la valeur de ce qu'on prête. Récemment, là, tu vois, on a pris une hypothèque sur un hôtel à 4 millions d'euros. On a prêté 1,3 million. Donc, moi, je peux récupérer un hôtel qui vaut 4 pour me payer mes 1,3 million. Donc là, j'ai envie de te dire, pas de risque. Le capital, il est bien là. Sauf que pendant 18 mois, j'ai pas mon argent. Par contre, ça ne veut pas dire que les intérêts continuent pas de tourner. Le mec me les paye pas, mais en tout cas, il s'additionne au 1,3 million que. Donc en fait, si on a l'hôtel qui vaut 4 millions, bah à la fin, c'est pas 1,3 million que je vais récupérer, c'est 1,3 million de capital initial, plus tous les intérêts pendant 18 mois, pendant toute la période pour la procédure. Donc je vais aller récupérer potentiellement 1,6 million. Et donc là, j'ai un hôtel à 4 millions qui me permet en plus d'aller chercher 1,6 million. Parce qu'il faut, y a aussi, donc tu as changé de modèle, mais il y a aussi les produits que vous proposez. Parce que bon, moi, le monde du crowdfunding, je vois que c'est beaucoup marchand. Je vais simplifier, c'est-à-dire tu fais une surélévation, une extension, tu construis, voilà, marchand, on va dire pur. Mais vous, mais toi, Brix et toute ton équipe, vous avez quand même choisi d'aller sur des produits immobilier commercial,
hôtels. Alors, les autres peut-être le font, mais vraiment de façon minoritaire, j'ai l'impression. Peut-être je me trompe, d'ailleurs, reprends-moi. Mais toi, vous êtes vraiment allé focus là-dessus sur, comme vous dites, les logements ou les biens atypiques ou vraiment, vous avez pris cette verticale plein fer. On l'a prise parce que on a une typologie aussi d'investisseurs qui nous permet de la prendre. Pourquoi ? Jusqu'à présent, crowdfunding, jusque dans les années... jusqu'il y a 2 ans, c'était uniquement de la promotion immobilière. Donc, c'est quoi ? C'était Bouygues Immobilier ou des promoteurs immobiliers qui voulaient faire construire des immeubles, qui étaient accompagnés par la banque. On leur demandait 20% de fonds propres et ils allaient chercher les fonds propres sur ces plateformes-là. Ouais. Et arrivaient ensuite les marchands de biens. Donc, il y a eu toute une vague de financement de marchands de biens. Et ça a bien fonctionné parce que les marchands de biens étaient capables de payer du 10, 11, 12% de rentabilité. Et ensuite, Brix est arrivé avec des petits montants. Et nous, ce qu'on a dit, nous, on n'est pas particulièrement sécure sur les projets de promotion ou de marchand de biens. Pourquoi ? Parce qu'on demande à ces opérateurs de payer les intérêts en in fine, donc à la fin. Donc, c'est-à-dire que le particulier va prêter de l'argent sur 2 ans, sur 24 mois. Au bout de 24 mois, il est censé récupérer l'intégralité de son capital, plus ses intérêts au bout des 2 ans. Donc, si je suis payé 10% d'intérêt à l'année, c'est que je vais récupérer mon capital plus 20% d'intérêt. Sauf que tu ne sais pas ce qui va se passer pendant 2 ans. Et donc, le risque, c'est que l'opérateur, donc le promoteur ou le marchand de biens, ne soit pas capable de revendre l'intégralité des appartements qui ont été soit rénovés, soit construits au bout des 2 ans. Et donc, tu n'as ni ton capital, ni tes intérêts. Donc, en fait, le risque, il est très important pour l'investisseur. Et comme le risque est très important pour l'investisseur, les investisseurs ont tendance à attendre un délai de 2 ans avant de réinvestir pour valider que la plateforme est ou pas sérieuse. Ouais. Et nous, on s'est dit, mais en fait, cette période, cette boucle de réassurance et de gain de confiance, elle est trop longue pour nous. Donc déjà, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imposer, peu importe la typologie du projet, que les intérêts soient payés mensuellement. Comme ça permet à l'investisseur de les réinvestir. Donc tu vois, on a été le premier à introduire ça, des intérêts, peu importe ce qui se passe, c'est payé le 8 du mois. D'accord. Et le porteur de projet doit faire en sorte de payer ses intérêts le 8 du mois. On a commencé donc à se dire comment on fait pour avoir des typologies de projets qui peuvent payer 8%, qui peuvent payer des intérêts de manière mensuelle. C'est des projets qui sont sous exploitation, où il y a du flux locatif. D'accord. Donc c'est quoi ? C'est des murs d'hôtel parce que j'ai un hôtel qui en fait l'exploitation, qui paye un loyer parce que lui, il a des gens qui rentrent. C'est des Airbnb parce qu'il y a de la location et les gens peuvent payer. Ça va être des villas où il y a des mariages, où il y a des séminaires parce qu'il y a du flux locatif. Ça va être du CA, il y a du chiffre d'affaires, ou des loyers. Un vignoble parce que je vends du vin et il y a du CA. Ça va être une entreprise qui veut acheter ses bureaux parce que justement il y a du chiffre d'affaires. C'est des projets qui sont méga sécures parce que tu n'as pas de risque de commercialisation à la fin. C'est-à-dire que j'ai un flux locatif. Tu vois, quand je finance les murs d'un hôtel, l'hôtel, ça fait 30 ans qu'il est là et il est en progression depuis les 10 dernières années. Je sais que j'ai moins de risques qu'un promoteur immobilier qui construit son immeuble avec tous les risques liés à la construction et les risques liés à la commercialisation où il a du stock qu'il doit revendre, à savoir les appartements. Donc là-dessus, on pourrait imaginer que comme il y a moins de risques que sur de la promotion immobilière ou du marchand de biens, j'accepte de prêter à des taux d'intérêt moins importants. Donc on revient sur des taux d'intérêt qui sont moins importants que sur du marchand de biens, qui vont en moyenne être plutôt autour des 9%. Donc tout de suite, on s'est ouvert à une catégorie de personnes qui ne pouvaient pas emprunter sur les autres plateformes à 11, mais qui à 9 se disent ok, c'est moins cher, je peux emprunter. Oui. Mais eux nous ont dit, nous, si on vient se financer à 9%, il faut que ce soit un financement qui nous permette de faire un bridge. C'est-à-dire que la majorité du temps, on a financé certaines villas qui fonctionnent très bien, qui sont toujours pleines sur de l'événement type EVG, type mariage. Tu peux les citer, hein, je vois de qui on parle de Sovilla. Ouais, voilà, moi je les connais. Ouais. Voilà. Et en fait, Sovilla, ils ont une croissance qui est dingue parce qu'ils ont une belle marque, tu vois, ils sont à 60-70 villas. Il se trouve que les banques acceptent de les accompagner sur 5 biens immobiliers, 5 à 10 biens à l'année. Quand ils veulent ouvrir 15 villas, en fait, il y a 5 à 10 villas qu'ils ne peuvent pas financer. Donc c'est là qu'ils viennent nous voir et qu'ils nous disent « Les gars, on a une grosse rentabilité, financez-nous. » Et nous, l'objectif, c'est que dans 3 à 4 ans, on refasse financer par la banque une fois qu'on a prouvé que les villas qu'on a ouvertes fonctionnent et sont bien exploitées. Tu me fais une super transition, Cédric, parce que tu vois, dans mes notes, je m'étais dit de m'expliquer Alors moi, je vois, mais le refinancement. Parce qu'en fait, c'est une des verticales que peut-être d'autres font, mais que j'ai vu chez toi qui était vachement prépondérante.
c'est qu'en gros, justement, tu permets de refinancer. Alors, du coup, je te laisse continuer et donc, sur ça. Donc, on a commencé à mettre des périodes un peu plus longues, 4-5 ans, et on a vu que les investisseurs, on a des investisseurs qui nous disent, en fait, moi, quand je dois récupérer mon argent d'une plateforme tous les 12 mois, la réinvestir dans un autre projet, tu vois, j'ai un délai pendant lequel mon argent ne produit pas d'intérêt. Si vous me proposiez des projets qui font 4 ans, ça ne me dérange pas d'investir sur des périodes de 4 ans pour 2 raisons. Moi, je m'enlève de l'esprit le fait d'avoir à réinvestir à chaque fois mon argent sur des nouveaux projets, ça c'est le premier point. Et 2, ça me permet de fixer des taux d'intérêt. J'ai des investisseurs qui sont un peu plus professionnels, qui font du placement de trésorerie pour leur boîte, qui me disent, moi j'ai 1 million d'euros à placer. Aujourd'hui, si tu es capable de me les placer à 10% sur une durée longue de 5, 6, 7 ans, en fait, moi j'ai tendance à croire que les taux d'intérêt vont redescendre. C'est ce que la BCE annonce. Et donc eux, ce qu'ils se disent, c'est que quand les taux d'intérêt vont redescendre autour des 2, 2,5, forcément les plateformes de crowdfunding auront des taux qui seront moins attractifs parce que l'argent coûtera moins cher auprès d'une banque. Mais par contre, moi j'ai pourtant réussi à sécuriser un 10% sur 6 ans. Et en tout cas, ça a bien fonctionné. Cette typologie d'actifs qui, en plus, parle aux utilisateurs, c'est que tu te rends compte vraiment tu donnes du sens à ton épargne, tu donnes du sens à tes placements. Quand tu proposes de l'argent à un Bouygues Immobilier qui va faire de la promotion immobilière, ça ne te parle pas. Quand tu prêtes de l'argent à Tony Parker qui va financer son château, la réhabilitation de son château pour faire des mariages et des séminaires dedans, ce qui est cool, c'est que tu dis « Ah trop bien, quand tu vois tes potes, trop bien, regardez, j'ai mis 300 € dans le projet de Tony Parker. » Oui, ça a du sens. Surtout avec une tête de gondole aussi ça, connue c'est la bouteille de vin. Parker. Mais il y a Parker, mais il y a aussi des personnes qui, tu vois, vont investir à la Ciotat dans une love room et qui se disent c'est sympa, tu vois, je ne connaissais pas les love rooms, viens, on va passer un week-end là-bas. Donc vraiment, tu crées cette connexion-là qui est importante pour les utilisateurs. Et basé sur ce modèle-là, on est allé aussi sur des projets de marchands de biens. Oui. Et sur les projets de marchands de biens, on a dit aux marchands, écoute, pendant toute la durée de ton financement, tu n'as pas de revenus locatifs. Mais par contre, nous, notre modèle fonctionne uniquement avec des revenus qui sont versés de manière mensuelle. Donc, ce qu'on va te demander, c'est d'apporter à minima l'argent nécessaire qu'on va mettre en séquestre. Frais plus reversement. Frais plus reversement. Et ce qui fait qu'en fait, on a aligné les intérêts parce que tous les marchands de biens sur notre plateforme, tous les porteurs de projets en marchand de biens sont skin in the game, donc sont impliqués et mettent eux aussi de l'argent à la poche. Moi, je trouve ça trop facile, les plateformes qui disent tu mets 0 €, tu reverses les intérêts à la fin. Et Inch'Allah, advienne que pourra, on verra dans 2 ans ce qui s'est passé si tu as réussi à sortir. Si tu n'as pas réussi, c'est pas grave, t'inquiète, c'est une société, une SAS, donc tu es juste impliqué à hauteur de tes capitaux propres. Tes capitaux, tu vois, tu peux mettre maintenant 100 balles de capital social dans une société. Donc ça, c'est le seul risque pour un entrepreneur qui va aller lever du crowdfunding, c'est de perdre 100 € et d'être impliqué à hauteur de 100 €. Et donc, nous, on a dit, ok, on te finance, mais mets au moins 15% d'apport sur la table qui va correspondre aux intérêts, et ce qui fait qu'à la fin, tu n'as juste que le capital à rembourser et les intérêts ont déjà été payés au fil de l'eau. Et donc, en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, ta question, c'était… le refinancement. Refinancement. Effectivement, sur le même principe, on s'est dit, on va financer des nouveaux projets, mais on peut aussi en refinancer. Tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui avaient un peu de trésor, les banques ne les accompagnent pas. Et nous disent, écoute, là j'ai un nouveau projet, ce dernier projet pour 500 000 €, c'est moi qui ai mis mes 500 000 € sur la table. Et comment on fait ? En fait, là il y a 2 possibilités. C'est soit on te prête 500 000 € sur ton nouveau projet et on prend en hypothèque le premier bien qui a été payé comptant. Mais dans ce cas-là, ton nouveau projet, peut-être qu'il va nécessiter un peu de temps de mise en route. Ouais. Et dans ce cas-là, il faut bien analyser le projet, etc. Soit on sait que tu as déjà un premier projet locatif qui fait 10% de rentabilité. On te refinance ce premier projet, ce projet A. Et après, tu fais ce que tu veux de tes 500 000 € parce qu'on sait que sur ce projet A, l'immeuble, il vaut 1 million d'euros. Nous, on te prête 500 000 € et surtout, on sait qu'on a des loyers qui couvrent les intérêts. Donc, on est très confort à regarder uniquement le premier projet parce qu'il y a déjà du flux locatif alors que le deuxième, il n'y a pas de flux locatif. Et donc, c'est bien plus sécurisant pour un investisseur de se dire on va financer ton projet qui tourne déjà, on va le refinancer. En tout cas, on va te rendre les fonds propres qui avaient été investis de ta part.
Parce que nous, c'est plus sécurisant d'avoir un projet où il y a déjà du flux locatif qu'un projet B où je ne sais pas encore ce que tu vas faire, je ne sais pas si les travaux vont être bien finalisés dans les délais que tu annonces, etc. Là, tout est fait. Donc, refinance ton projet où tu avais mis tout le cash. Nous, on est sécure parce qu'on a la visibilité sur le fait qu'il tourne et utilise ton cash pour faire ce que tu veux. C'est une genre de BO, OBO un peu remanié. Dans la finance, c'est exactement, c'est du OBO, Owner Buyout, donc c'est-à-dire que je vais refinancer par soi-même l'actif. D'accord. Non mais je voulais l'expliquer parce que c'est une des méthodes que beaucoup d'investisseurs ne voient pas, mais qui est ultra puissante quand tu veux te régénérer du cash, de la trésorerie, on va parler, pas facilement, mais en tout cas de façon simple, quoi. Ouais. Autre chose que je voulais évoquer avec toi, Cédric, je voulais surtout te voir, moi, parce que bon, on a quand même beaucoup évoqué de choses, mais moi, c'est surtout le futur un peu de Cédric, le futur un peu de Brix, parce que généralement, j'écoute pas les podcasts en fait des invités pour pas me polluer, pour pas voilà. Mais toi, le problème, ou je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, c'est que tu es accessible, tu te rends accessible quand même pour un peu la corporation, un peu podcast, tout ça, ou même, je veux dire pour le business, pour être visible. Mais moi, ça m'embêtait parce que je me suis dit quel angle je vais avoir avec lui, parce que au fur et à mesure des interviews, on commence à bien comprendre le modèle, même s'il y a des disparités. Et l'angle, c'est en fait il y a des choses où tu disais certaines phrases, tu disais ouais mais Brix je veux l'amener là, Brix je veux l'amener là, et en fait, et on en parlait avec Johan tout à l'heure, mais je sens qu'il y a un côté aussi éducatif, un peu un live mentor de l'immobilier, tu vois, et j'ai l'impression que je sais, vu que tu es quelqu'un d'assez transparent, tu veux en parler, mais je trouvais que les podcasteurs ils te poussaient pas là-dessus. Moi j'ai envie de t'amener du futur de Brix, le futur de Cédric sur l'éducation immobilière, en tout cas le chemin, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais j'aimerais que tu me parles un peu de ça. C'est-à-dire, OK, Brix, on a compris le modèle. Moi, honnêtement, j'étais Brix version 1 mitigé, mais version Brix 2 convaincu. Et le 3, je me dis qu'il y a un après, ou avec une continuité de Brix, mais un après sur le côté plus chemin éducatif. Est-ce que je me trompe ou je ne me trompe pas ? Tu as tout à fait raison. Je ne sais pas si ça va passer par de l'éducation ou si ça va passer par des outils qui… En tout cas, l'éducation, c'est prégnant dans ce qu'on met en place. Et on essaye de mettre en place pas mal de contenus pédagogiques aussi pour accompagner. Mais on veut aussi des outils qui permettent à n'importe qui de s'élever socialement et de se créer du patrimoine. Moi, j'ai 2 anecdotes en tête. Je viens d'un milieu très modeste. Mais quand je dis modeste, c'est, tu vois, ma mère allait au secours catholique pour nous chercher des vêtements. D'accord. Donc c'est très très modeste et je me suis toujours dit que je voulais m'en sortir dans la vie. Et ce que ma mère a très bien fait par contre, c'est que très tôt, elle a réussi à acheter sa résidence principale. Donc elle n'avait pas d'argent, mais plutôt que de payer un loyer, les APL qu'elle touchait tous les mois venaient rembourser des charges d'intérêt au niveau d'un emprunt. Et donc ce qui fait qu'au bout de 20 ans, tu vois, elle a eu sa maison et elle a eu un petit capital de 150 000 €, ce qu'elle n'aurait jamais eu si elle était restée locataire. Donc tu vois, il y a truc super qu'elle a fait, c'est d'acheter. Et tu vois, je te fais une parenthèse parce que c'est très important ce que tu dis. Et pourtant, moi, je suis du milieu de l'investissement locatif. Toi aussi, par le biais de Brix. Achetez votre RP. Ouais. Je veux dire, et pourtant je devrais peut-être pas le dire ou je sais pas, mais acheter sa résidence principale, c'est peut-être le premier pied que vous ferez pour votre retraite. On vous parle de bourse, de locatif, mais des fois, résidence principale, c'est déjà très très bien. Ouais. Et donc moi j'ai une vision qui est chevillée au corps, qui est de dire comment je permets au plus grand nombre de s'élever socialement et comment j'offre les mêmes chances à tout le monde. Il faut qu'on arrête de dire que l'immobilier c'est réservé aux plus riches. Il faut qu'on arrête de dire que les meilleurs deals sont réservés aux plus riches. Ça c'est pas vrai. Et en fait c'est l'union fait la force. Si on est à beaucoup, on peut avoir des super opportunités, mais encore faut-il s'en donner les moyens. Et deuxièmement, je suis convaincu que la plateforme Brix comme elle est aujourd'hui n'aura rien à voir avec la plateforme de demain. Moi je trouve ça nul de gagner 10% à l'année sur ses fonds propres. Et je le dis, tu vois, c'est ma proposition de valeur là aujourd'hui. Je veux que demain, la proposition de valeur de Brix soit 10 fois mieux parce que, en fait, les gens ne vont réussir à s'enrichir que s'ils mettent une surface d'argent au travail qui est bien plus importante que ce qu'ils ont. Donc, quand moi, j'ai un investisseur qui met 2 000 € en moyenne et qui gagne 10% à l'année et qui gagne 200 €, mais c'est pourri 200 €. Et c'est très bien parce que c'est mieux qu'un livret A. Tu vois, mais là, tu le vulgarises, mais c'est la première marche. C'est la première marche. Ouais. Et en fait, le livret A, c'est 3%. Moi, j'offre 9 à 10%. Donc, c'est 3 fois le livret A. C'est très cool.
Mais c'est nul, 200 € à l'année. Quand j'ai acheté mon premier appartement, tu vois, l'investissement moyen en France, c'est 200 000 €. Donc, si tu es capable de faire un investissement de 200 000 € en apportant 5% ou en tout cas à minima les frais de notaire et en te démerdant pour avoir ces 15 000 € de frais de notaire, tu as 200 000 € qui sont au travail. Et ces 200 000 € sur la base de tes 15 000 € d'investissement, dans 20 ans, ils en vaudront 300, ils en vaudront 400 parce que l'immobilier aura pris de la valeur. Donc 400 000 € sur la base de 15 000 € investis, mais ton TRI, il est ouf. Je ne sais pas combien ça fait, mais ça ne fait pas 10%. Tu es plutôt à 20-30%. Tu vois. C'est sûr. Oui. Donc, et c'est la magie du levier bancaire plus revalorisation. C'est la magie un peu de l'immobilier physique. Voilà. Ouais, tu vois, par exemple, si on se dit que tu vas faire 400 000 € en 20 ans, donc ça fait 20 000 € par mois, tu fais 100% de TRI. Alors après, modulo les taxes, modulo la taxe foncière, on a etc. compris, mais tu as compris l'idée. Ouais. Et donc, au travers de Brix, comment je fais en sorte pour que tout le monde passe à acheter sa RP, pour que tout le monde fasse de l'immobilier de manière différente? Ou alors comment je fais pour qu'il y ait un effet de levier suffisant pour qu'en quelques clics, tu puisses arriver à ces taux de rentabilité et en tout cas, tu puisses mettre au travail une surface neuve. Donc, c'est pour ça que le Brix d'aujourd'hui, je le trouve déjà génial par rapport à ce qu'il y a. Mais en fait, mon équipe, elle a juste un truc en tête, c'est de se dire il faut qu'on build Mais c'est quoi le Brix de demain? Parce que là, tu me le vends, donc, mais j'ai envie de savoir la plateforme de demain. Si tu allez, mouille-toi un peu en me disant ben ouais, moi je veux l'amener là. Même si tu le feras pas, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas enregistré, il n'y a pas des millions de personnes qui nous écoutent. Moi j'ai envie de savoir ça, moi. Et donc je vais te donner une deuxième anecdote, et là c'est de l'inédit parce que personne n'est au courant. Il se trouve que Tony Parker, qui est actionnaire de notre boîte, a été contacté par l'agence et la famille Kretz. Oui, on connaît très bien. Voilà, pour filmer le haras en Normandie que Tony Parker possède, tu vois, pour le mettre en avant, et ça permet à l'agence d'avoir Tony Parker dans sa prochaine saison. Ils vont le vendre pourquoi? Juste un reportage? Non, juste un reportage comme ça, il n'y a pas de vente, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont fait une valorisation du truc, j'en sais pas plus. Et de manière inédite, ça y est, on sait que Tony Parker sera sur l'agence sur la saison prochaine. Et donc, la famille Kretz s'est posé la question de se dire est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose avec du crowdfunding qui serait cool, qui serait de dire regardez ce prochain immeuble ou ce prochain appartement penthouse, vous aussi, on le présente et vous pouvez vous aussi l'acheter à partir de 10 €. Ouais. Et donc ils se sont posé la question de savoir est-ce qu'ils devaient choisir un Brix pour faire ça ou est-ce qu'ils devaient choisir le leader pour le moment du financement participatif qui est Club Funding. D'accord. Et donc moi j'ai dit non les gars, il faut que ce soit Brix, c'est ouf ce qu'on fait. Et in fine, je pense que leur cœur est en train de s'orienter vers un club funding parce que club funding c'est un peu l'image de la stabilité. Ça fait 10 ans qu'ils sont là, c'est les plus gros, etc. Et moi je leur ai dit en fait avec club funding, oui vous choisissez l'image de la stabilité, avec Brix vous allez choisir l'image de la startup. Et donc moi, là-dessus, je me suis intéressé au modèle de Club Funding que je n'avais pas trop regardé. Ouais. Et Club Funding, franchement, ils ont des vrais avantages. C'est une machine. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, ils ont explosé tout le monde en termes de collecte parce qu'ils ont un réseau qu'ils ont construit sur 30 ans avec leur première boîte. Et ils ont 200 personnes qui, tous les jours, font soit de l'analyse immobilière, soit du phoning. Donc, ils passent leur journée à appeler des investisseurs. J'ai un deal, investi. Nous, c'est un truc, on ne sait pas faire. On n'est pas des sales, on n'est pas des commerciaux. J'ai personne de commercial. Par contre, j'ai une équipe de 10 développeurs. Nous, on est un business product. Ça veut dire quoi? On veut vraiment ne pas être un people business. Un people business, c'est que plus tu grossis, plus tu dois mettre des mecs derrière qui font soit du phoning, soit de l'analyse de dossiers immobiliers. Ça coûte de l'argent aussi. Ça coûte de l'argent, mais tu as une belle rentabilité. Club Funding sont très rentables. Je crois qu'ils ont fait 15 millions de bénéfices l'année dernière. Ça va, tu vois, il y a une belle rentabilité et juste tu multiplies. Sauf que Club Funding, pour moi, on fait une très belle PME. Je ne considère pas ça comme une scale-up, start-up, etc., même s'ils sont allés très vite. C'est que je pense qu'un Club Funding n'est pas capable de passer de 500 millions de collectes à l'année à 50 milliards. Et pourtant, l'immobilier, c'est quand même le plus gros marché au monde. Et donc, moi, mon game, c'est de dire comment je crée un business qui est capable de collecter 50 milliards à l'année. Et j'ai un seul objectif avec mes équipes, c'est de dire il faut qu'on soit rentable, vous savez quoi, pour être là le mois prochain. Pourquoi il faut qu'on soit là le mois prochain? Parce que nous,
on est bon, on sait innover, on sait apporter de la fonctionnalité, ce que ne savent pas faire les autres. Et donc, si on est là le mois prochain, il y aura une nouvelle fonctionnalité, il y aura une nouvelle fonctionnalité, Et en fait, notre objectif, c'est pas de faire le plus rapidement 500 millions, c'est de faire en sorte qu'on ait un produit où on appuie sur un bouton et tout soit automatisable. Et donc, pour répondre à ta question, moi, je veux être une plateforme. Aujourd'hui, le principal goulot d'étranglement que j'ai sur ma plateforme, c'est l'analyse de dossiers. J'ai plein de personnes qui veulent se faire financer. Je reçois 200 dossiers par mois. Je ne suis pas capable d'analyser 200 dossiers par mois. Donc, soit je fais quand même club funding et je mets 20 personnes derrière et qui font de l'analyse de dossiers toute la journée. Mais je pense que ça peut être facilement biaisé et ce n'est pas dans l'intérêt des investisseurs. Pourquoi ? Parce que je le vois nous-mêmes, on est biaisé dans nos analyses. C'est-à-dire que moi, j'ai des croyances par rapport à ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà vu dans l'immobilier. Je ne sais pas analyser de manière pertinente un complexe de paddle tennis parce que je ne suis pas un expert dans le paddle tennis, je ne suis pas expert dans les péniches, je ne suis pas expert dans plein de choses différentes, je ne suis pas expert du photovoltaïque, je ne sais pas. Mais pourtant, on a une communauté aujourd'hui de 350 000 personnes qui sont inscrites sur notre plateforme, qui dialoguent toute la journée. Donc, comment je fais pour faire en sorte que toute l'expertise du monde immobilière se déverse sur ma plateforme et que je sois une plateforme tripartite qui mette en relation des porteurs de projets qui veulent se faire financer, des experts immobiliers qui vont pouvoir noter les projets et eux-mêmes se faire noter par les investisseurs, et que les investisseurs puissent investir sur la base des notations. Parce que ce qui est très difficile aussi, c'est que là, Club Funding, la première brique, toutes ces plateformes-là ont beaucoup de défauts en ce moment et ils sont en train de payer un peu les pots cassés de la rapidité avec laquelle ils se sont développés et ils ont beaucoup de retard au niveau des projets. Et en fait, on est en train de dire que ces plateformes, elles sont pourries. Et ce que je veux, c'est vraiment me détacher de ça. Quand tu regardes un Kickstarter ou un Airbnb, quand je prends un Airbnb et que j'ai un con qui vient dans mon logement, je ne dis pas merde, c'est de la merde Airbnb. Je dis plutôt le voyageur, c'était un con. Tu vois, alors que là, aujourd'hui, c'est la plateforme qui est mise en avant. C'est la plateforme qui est mise en avant. Et donc, comment on est capable de créer ce business de plateforme et d'automatiser ce cercle pour que les gens se disent ok, je viens sur la plateforme Brix pour proposer mon projet et moi, en tant qu'investisseur, je viens pour investir ou alors je viens pour noter des projets. Ce que j'adore sur Allociné, moi, tu vois, je ne vais pas voir un film s'il n'a pas minimum 3.8 de notes sur Allociné. C'est précis. Minimum. Pourquoi 3.8, pas 3.7, 3.9 ? Parce que 3.7, j'exclus trop de films. Tu vois, il y a beaucoup de films qui commencent à 3.8. Tu as fait un Excel là, non ? Mais ça correspond à mes critères. Et au-delà de 3.8, je vais passer un bon moment. Si je vais voir un film à 3.5, c'est de la merde pour moi. Je ne vais pas dans un hébergement sur Booking s'il n'a pas minimum 8 de notation. Parce que je sais que j'ai la même. Ouais. Par rapport à moi, mes critères, je vais passer un mauvais moment. Et donc, c'est des critères qui sont très subjectifs, qui sont liés à moi. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir un repère d'un hébergement à l'autre. Donc, comment je fais pour avoir une plateforme qui, comme sur Brix, peut avoir cette notion de repère? Et j'ai des investisseurs qui accepteront d'investir sur des projets à 3.5 et d'autres, ils ne rentreront pas sur un projet à minimum 4.5 parce que pour eux, ça sera la sécurité, la sécurité, la sécurité. Et ça, c'est mon premier point. Donc, déjà, on automatise tout ça. Et on fait en sorte que ça tourne en automatique. Ça va me permettre quoi? Ça va me permettre, moi, d'avoir des projets qui, à 2 h du matin, rentrent en automatique sur ma plateforme et d'avoir des personnes qui, tout de suite, décident d'investir dedans. Ça va me permettre d'aller à l'international dans n'importe quel pays. Je ne sais pas évaluer un projet en Pologne. Pourtant, il y a des super projets en Pologne. Si j'ai des experts polonais qui me disent que c'est des projets qui sont fiables et qui payent du 13% à l'année, mais j'y vais en fermant les yeux. Parce que je sais que j'aurai 100 experts polonais qui, de par le nombre, ne pourront pas se contredire, avec des top experts que j'aurais envie de suivre sur la Pologne. Et idem sur l'Afrique, tu vois, tu peux imaginer ça sur tous les pays. Donc déjà, ce business de plateforme, c'est la clé pour Brix, ça ne s'est jamais vu. Et moi, je pense que d'avoir cette expertise décentralisée et non pas centralisée autour d'un seul acteur qui est soit un club funding, soit un Brix, soit un n'importe qui, ça a une valeur qui est juste dingue. Et deuxième point, c'est que aujourd'hui, d'un point de vue juridique, on a le droit de financer uniquement des sociétés. Et c'est pour ça qu'on fait de l'immobilier commercial. D'accord. Donc, mon agrément, pour ne pas faire concurrence à la banque, m'impose de financer avec des obligations uniquement des sociétés qui sont commerciales. Donc, c'est une SAS, une SA, une SARL, une SCA. Je ne peux même pas financer d'SCI. Et donc, moi, en tant qu'innovateur, disrupteur, mon point, c'est de dire ma prochaine étape, c'est de financer n'importe quel particulier. En fait, il faut que sur ma plateforme, j'ai un système qui soit complètement automatisé, qui puisse soit financer des sociétés, soit financer des particuliers. Il faut si juridiquement on ne peut pas, comment tu peux… C'est tout le travail, c'est tout le travail. C'est tout le travail, c'est tout le challenge. Mais en fait, c'est pas on peut pas, c'est qu'on ne peut pas
de manière frontale, comment on le prend de manière détournée pour offrir quand même le même niveau de service. Tu as plein de façons de le faire de manière détournée, où ça ne va pas être forcément du financement direct, ça va être du financement indirect, mais qui te permettrait d'avoir ça, soit avec du portage immobilier. Ce n'est pas toi-même qui es propriétaire, mais indirectement, tu es locataire avec une promesse d'acquisition de ta résidence, ce qui fait que ça revient au même. Et en fait, on essaye de te diminuer ton prix d'acquisition en fonction du nombre de loyers que tu as perçus. Et donc là, tu contournes un peu la façon de faire, mais philosophiquement, ça revient au même. C'est-à-dire qu'au début, tu es locataire avec des loyers qui correspondent après à tes mensualités à partir du moment où tu peux le refaire financer. Donc, tu as une sorte de propriété quand même. Donc, j'ai pas encore, en tout cas, on n'a pas encore craqué le truc et étudié suffisamment la question parce que notre priorité en 2024, c'est de faire cette plateforme et de faire en sorte que ça soit complètement automatisé pour que dès qu'on appuie sur un bouton, on puisse partir dans n'importe quel pays à l'international et surtout on puisse adresser n'importe quelle typologie d'actifs. Je te le redis, je ne sais pas faire du photovoltaïque. Je n'ai pas envie de recruter 5 experts qui sont capables d'étudier des projets photovoltaïques. Et pourtant, je trouve que c'est génial parce que c'est l'avenir de faire du solaire ou d'autres typologies d'énergie verte. Et donc, si j'ai 20 experts qui l'ont fait toute leur vie et qui ont envie de contribuer à ce truc-là, c'est génial. On aura les meilleurs experts sur du photovoltaïque qui seront sur Brix, qui seront rémunérés pour ça et qui pourront financer tous les projets qui rentreront sur notre plateforme. Donc, pour répondre à ta question, parce que là, j'étais un peu long, mais moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que peu importe la typologie de projet, tu te fasses financer facilement sur Brix et en tant qu'investisseur, tu investisses dans les projets qui te font kiffer, dans les géographies qui te font kiffer et en fonction de ta situation, que ça réponde à ta problématique. Il y a beaucoup de personnes qui font un investissement sur de la défiscalisation. Il faut qu'on puisse te proposer sur Brix de la défiscalisation. Donc, peu importe la typologie de biens dans lesquels tu veux investir ou tu feras soit au travers du financement, soit au travers de projets dans lesquels tu peux investir. Et deuxièmement, il faut que ça soit viable sans qu'on ait besoin d'être 2000 dans la boîte. Parce qu'on aura tout automatisé. Et tu vois, c'est la force d'un Brix, c'est de se dire que nous, on ne veut pas des experts immobiliers. En tout cas, en interne, dans la boîte, on veut des experts informatiques qui sont bons et qui build. Tu vois, contrairement, il y a beaucoup de plateformes qui se sont créées avec des CMS. Donc, des sites internet sur étagère qui te permettent en un clic de lancer un business comme celui de Brix sur du crowdfunding. J'exagère un peu, mais tu peux aller très vite. Moi, j'ai décidé de balancer 2 millions d'euros, c'est à peu près ce que ça nous a coûté là, le développement informatique de notre plateforme, dans notre propre outil propriétaire, parce qu'au moins, on n'est pas limité. Alors, c'est un vrai choix, c'est c'est des paris au début. Tes investisseurs, ok, ils ont suivi la thèse ? Ils ont suivi la thèse. Ils ont suivi la thèse parce qu'il y a une vraie vision derrière. Et surtout, tu vois, moi, c'est chevillé au corps, dans le sens où si on a fait ce choix, c'est pour offrir des fonctionnalités qui sont ouf. Là, on vient d'en sortir une, tu vois, il y a 2 semaines, qui est l'investissement automatique. On est les premiers sur du crowdfunding à faire de l'investissement automatique. C'est quoi ça ? C'est que tu enregistres ta carte bleue, tu définis tes critères d'investissement, notation d'un bien immobilier, rentabilité, horizon d'investissement, un montant par projet, un montant par mois maximum. Et automatiquement, ça va venir te prélever 50 € sur ta carte bleue dès qu'il y a un projet qui correspond à tes critères d'investissement. Tu vas te copier là. Mais j'espère, parce que moi l'objectif c'est pas de ne pas être copié, c'est au contraire apporter de l'innovation et d'être copié, mais je veux juste avoir 6 mois ou 1 an d'avance sur mes concurrents. D'accord. Mais c'est très cool et je comprends, en plus la réglementation européenne te permet de le faire, c'est typiquement encadré, donc je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de personnes qui le fassent et moi je trouve ça très cool, on a tellement de personnes qui peuvent pas être là pendant nos démarrages de collecte et pourtant il y a des super. Donc au contraire, je veux privilégier ceux qui font cet investissement auto parce que moi ça m'apporte de la visibilité sur l'argent qui va être automatiquement investi sur des projets. Donc il y a un modèle très vertueux là-dessus et ça facilite la vie des investisseurs. Ça leur permet de faire ce qu'on appelle en finance du DCA, de l'investissement automatique sur pas mal de projets. Ça se fait beaucoup. Ça n'existait pas dans l'immobilier, tu vois, donc on est les premiers à faire du DCA dans l'immobilier. Et typiquement ce genre de fonctionnalité, on en a plein dans les cartons. Un marché secondaire, donc sur du titre financier, c'est impossible d'en mettre en place. Pourquoi ? Parce que pour faire du marché secondaire, il faut que tu prouves de la véracité, donc de la présence des actions. Donc le registre de titres qui
est chez l'émetteur, donc qui est chez la société, qui peut être dématérialisé, qui est chez la société, doit se retrouver chez ce qu'on appelle un dépositaire central de titres. Donc c'est une société qui est agréée pour faire ça. En France, il n'y en a qu'une. Il y a un monopole. Mais c'est pas, il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'une grosse. Non, il n'y en a qu'une qui est agréée, c'est Euroclear. Tout le monde passe par Euroclear. Toutes les actions cotées en bourse sont stockées chez Euroclear. Et c'est étatique, ça? Non? C'est privé? C'est privé. Ah ouais. C'est privé, c'est fou en plus. Je croyais que les monopoles étaient derniers, moi. Ou pas, non? Bon, c'est pas grave. Mais il y a... Autre sujet. Euroclear, tu ne peux pas les utiliser si tu passes pas par ta banque. Donc, tu es obligé de passer par un intermédiaire bancaire. Ouais. Et donc là, j'ai fait un call avec le Crédit Agricole pour savoir comment on pouvait utiliser Euroclear. Et ils me disent, OK, on va pouvoir faire ça, mais il faut vous dire que c'est à peu près 5 € le passage d'ordre sur Euroclear. Et donc, je leur dis, mais moi, un passage d'ordre aujourd'hui, avec mon infra, il doit me coûter 1 centime. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'on passe de 1 centime de coût sur ce que j'avais sur mon marché secondaire en royalties, ce qui est du titre non financier, à minimum 5 €. Comment vous voulez que je répercute 5 € à un investisseur qui veut revendre une brique à 10 €? Donc ça veut dire que pour que ça soit rentable pour lui, un passage d'ordre à 5 €, sans parler de toute la mise en place technique chez nous qu'il va falloir aussi qu'on rentabilise d'une façon ou d'une autre. Donc ça veut dire que pour chaque passage d'ordre, ça va coûter 10 € à l'investisseur. Donc si tu n'as pas un investisseur qui veut revendre pour 3 000 ou 5 000 € de briques, ça ne fonctionne pas. Et donc tous ces modèles-là sont faits pour des très gros groupes, pour des très gros investisseurs qui investissent des 50 000, 100 000 €. Et donc, encore une fois, la question c'est de savoir comment on fait pour offrir de la liquidité ou un marché secondaire de manière innovante juridiquement pour contourner ces obligations juridiques d'Euroclear etc., qui ont du sens parce qu'à un moment donné, il y a eu pas mal d'arnaques, j'imagine, dans les systèmes financiers et donc il a fallu un centralisateur qui te permettait d'avoir la véracité des titres. Mais aujourd'hui, avec du Web3, avec de la tokenisation, la véracité des titres, tu peux l'avoir. Il y a plein de façons de te l'amener différemment. Et donc, c'est essayer d'avoir toujours un temps d'avance pour innover, mais en tout cas, mon objectif derrière, nous, si on a un leitmotiv, c'est de se dire, il faut qu'on permette à n'importe qui de s'élever socialement et de se créer du patrimoine. Et tu ne te crées pas du patrimoine si tu ne mets pas d'effet de levier. Donc, comment on permet à n'importe qui de mettre de l'effet de levier? Est-ce que c'est en te finançant ta résidence principale directement sur notre plateforme parce qu'on sera prêt à prendre plus de risques qu'une banque? En prenant des parts? Parce que nous, on pourra prendre des parts et on sera prêt à le faire parce qu'on n'aura pas de problème à revendre l'actif à quelqu'un d'autre, ce que la banque ne préfère pas faire parce qu'elle ne sait pas l'organiser. Mais en tout cas, tu vois, la vision un peu long terme à 10 ans, c'est de se dire que demain, peu importe ce que tu voudras faire dans l'immobilier, une acquisition, du locatif, tu passeras par Brix. En fait, tu veux devenir l'alternative du financement dans le monde de l'immobilier. C'est ça. Moi, ce que je ne comprends pas, en France, mais dans pas mal de pays, le prêt immobilier est juste un produit d'appel pour que tu viennes placer leur trésor chez eux. Et en fait, on est limité en France au taux d'usure. Le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel les banques peuvent te prêter. Et en fait, ça crée quelque chose qui est perverse. C'est-à-dire que on devrait pouvoir prêter à n'importe qui dans l'immobilier à des taux qui sont bien plus importants que le taux d'usure. Tu vois, c'est ce que font les banques aux États-Unis et je trouve que c'est légitime. C'est OK, tu es risqué, je te prête à 8%. Mais ça ne veut pas dire que je ne te prête pas parce que si tu me démontres que tu es un bon client, peut-être qu'on te refinancera à 6, peut-être qu'on te... Moi, il y a plein de fois où j'aurais préféré qu'on me prête à 8 plutôt qu'on me dise qu'on ne me prête pas du tout. Ouais. Et les banques, elles ne savent pas le faire parce qu'en fait, ce qui se passe dans ce modèle-là, c'est que tu vas avoir plus de défauts. Aujourd'hui, on a un défaut, donc des personnes qui ne peuvent pas rembourser, qui est très limité. Tu vois, on est autour des 1-2%. Si tu acceptes là-dessus, c'est parce que tu as plus de défauts. Donc ton défaut et les coûts liés au défaut, tu viens les couvrir avec des taux d'intérêt qui sont plus importants. Mais ce qui est OK, si tu es capable de récupérer les actifs immobiliers de manière très rapide et de les revendre. Marché, en France, il est moins liquide qu'aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Et en France, c'est moins liquide. Et en France, c'est surtout, même s'il était... c'est surtout plus complexe de récupérer un actif immobilier. Ouais. Et donc, c'est ce qui pose problème. Et surtout, même si la banque est capable de récupérer l'actif et de ne pas perdre d'argent, la banque, ce qu'elle te dit régulièrement, c'est « je ne suis pas un prêteur sur gage ». C'est que mon job, ce n'est pas de récupérer des actifs immobiliers pour aller m'amuser à les vendre aux enchères. Nous, ce n'est pas là-dessus qu'on gagne notre vie. Donc, c'est pour ça qu'ils font appel à des assurances. Tu vois, assurance CAMCA, par exemple, pour le Crédit Agricole. Et donc, c'est l'assurance qui s'engage à rembourser intégralement le Crédit Agricole.
Et c'est cette assurance-là qui, elle, va ensuite porter la responsabilité d'aller vendre l'actif. Et donc, je pense qu'il y a des modèles alternatifs et effectivement, il nous manque une grosse banque liée à l'immobilier qui permettrait d'accompagner des auto-entrepreneurs qui gagnent très bien leur vie. Parce que l'auto-entrepreneur, il va être capable de mettre un peu plus d'apport, de mettre 30% d'apport sur le projet. Mais l'auto-entrepreneur, quand il gagne 10 000 euros parce qu'il est freelance informatique, tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'accompagne. Tu vois, un auto-entrepreneur qui gagne bien sa vie et qui s'entend dire non, votre situation n'est pas stable parce que ça fait que 2 ans que vous faites ce métier-là, alors que tu sais que l'informatique, c'est l'avenir. Pour moi, c'est lunaire, tu vois, d'entendre des messages comme ça. Et donc, si tu as peur et si tu as besoin de te sécuriser, tu as plein de moyens de le faire. Donc, je pense qu'il faut être capable de faire du cas par cas et d'arriver à automatiser ce cas par cas avec de l'informatique. Et effectivement, l'informatique, c'est pas le fort de nos banques actuelles. Et donc, nous, on a une place à prendre là-dessus. Et l'agrément banque, aller chercher Tu l'as creusé? L'agrément banque, on est trop petit aujourd'hui pour même pouvoir y prétendre parce que tu vois, c'est des process qui sont assez longs et ça te demande de mobiliser 10 à 20 millions de fonds propres au début. Ouais. Donc là, c'est colossal. Ouais. Là, c'est colossal. Mais tu vois, si comme Trade Republic, on faisait une levée de fonds à 900 millions, là, il n'y aurait plus de sujet. Effectivement, on irait chercher un agrément banque. Bon, ok, Cédric. Écoute, j'avais d'autres questions à te poser, mais j'ai le temps à filer. Je crois que c'est l'un des plus gros épisodes que j'ai fait. Mais bon, j'ai envie de conclure parce que sinon, je pourrais rester plusieurs heures à discuter avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose, vite fait, que j'ai oublié de te parler là, de façon majoritaire? Moi, j'ai voulu parler un peu de toi, mais bon, tout le monde, je pense, te connaît vraiment. Mais de Brix, c'est un peu le chemin que tu as fait, mais surtout de l'avenir. Et je pense qu'on a quand même fait un bon tour. Mais j'ai oublié quelque chose ou quelque chose que tu aurais aimé évoquer que j'ai pas parlé, qu'on n'a pas parlé? Ouais, effectivement, tout à l'heure, tu as dit que j'étais assez accessible. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est donner être dans du give back et j'adore l'entrepreneuriat. Tu vois, j'ai jamais été salarié, j'ai toujours été entrepreneur. C'est dur, tu fais face à plein d'obstacles, tu es souvent seul et donc c'est vrai que là-dessus, je donne pas mal de mon temps. Une demi-heure au téléphone, tu vois, des fois pour des personnes qui... Là, autant pour moi, tu m'as donné le plus d'une demi-heure, donc ça, c'est super cool, ouais. Toi, tu me le rends, tu me permets une visibilité en face. Donc, aussi, ouais. donc effectivement, sur des podcasts, je donne plus de temps. Mais je trouve ça vraiment cool, toute cette génération d'entrepreneurs qui se lancent et qui montent des super business. Et donc, avec plaisir pour me contacter sur LinkedIn, tu vois, s'il y a des projets, il y en a certains, je m'associe en tant que mentor avec eux. Non, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas parlé, qu'on a parlé tout à l'heure, c'est Honor. Alors, ouais, tu veux en dire 2 mots ou... Ouais, tu vois, Honors, c'est... Honors. Ça s'appelle Honors. Okay. Donc, Honors propose de la formation immobilière. D'accord, ok. Donc, notre objectif, c'est de... Là, c'est pareil, tu vois, on en revient à la pédagogie. Nous, c'est un truc qui nous tient à cœur et on voulait absolument offrir cette pédagogie. Et on s'est dit, ce qui est chiant dans la formation immobilière, c'est que ça repose souvent sur une personne, un influenceur qui va te vendre très cher sa formation et qui va te faire 20 heures de vidéo et te dire voilà, tu vas devenir très riche très, très vite. C'est pas le cas, hein. Je le dis, c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Non. Et d'ailleurs, je vais mettre tous les disclaimers ici, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, notamment sur la cavalerie là, avec des préconsos, ne le faites pas. Ouais. Et investir comporte des risques. Tu vois, mais en tout cas, par rapport à Honors, nous on s'est dit, il y a des mecs qui sont brillants dans l'immobilier et qui ont plein de conseils à apporter et pourtant qui ne sont pas visibles, en tout cas qui n'ont pas cette notoriété d'influenceurs et donc qui ne vendent pas leur formation. Donc créons une plateforme qui te coûte un ticket d'entrée à 500 euros ou 1000 euros et sur laquelle tu ne vas pas avoir une personne qui te donne du conseil, mais tu vas avoir des vidéos par dizaines avec des gens qui sur leur thématique sont experts, ils sont très très bons. Et donc tu auras potentiellement 1000 heures de vidéos avec 5 heures sur chaque thématique. Et ça ne sera pas des personnes que tu as l'habitude de voir, mais on sera allé chercher l'expert de la thématique. L'expert comptable, l'expert en finance, l'expert en LMNP. Exactement. Mais tu parles à un convaincu parce que tu vois le podcast, quand tu lances un podcast, c'est que moi en tout cas, le podcast immobilier, il y en a de très bons, hein. Je vais les citer, tu as Jérémy de Ça fait un bail, tu as Paco, tu en avais d'autres aussi. Il y en a qui font des très bons travaux que moi j'aime beaucoup. Par contre, tu vois, moi ce que je me suis imposé, c'est de prendre des gens thématiques. C'est-à-dire que si par exemple je fais une bêtise sur le viager, la nue propriété, je veux... Alors quelqu'un de visible, c'est sûr, c'est génial, hein, on ne va pas se le mentir, mais en tout cas, il faut garder la thématique au cœur
de ton média ou de ta communication. Et pas de prendre que des gens influents qui ont 15, 20 000 ou 100 000. Alors, ça fait avancer, on ne va pas se le cacher. Mais je pense qu'il faut d'abord avoir des experts. Et je pense que les gens, en tout cas, moi, je suis un profil comme ça, où je veux avoir des gens experts en face de moi qui me disent un peu le hack, le tips pour pouvoir avancer et monter petit à petit. Ouais, c'est tout à ton honneur parce qu'effectivement, hein, le plus simple dans les podcasts, c'est de faire du name dropping et d'aller chercher uniquement des gens influents et juste tu les mets sur LinkedIn et tu sais que tu vas faire tes 10 000 vues parce que tu as eu un tel ou un tel et qu'il est connu. Tu vois, moi, quand on a commencé avec le premier podcast, Tony Parker, on savait que c'est super intéressant le contenu qu'il met, mais juste parce que c'est le podcast avec Tony Parker, on allait faire de la visibilité là-dessus. Et donc en tout cas, pour finir avec Owners, donc notre objectif c'est vraiment de créer un Netflix de la formation liée à l'immobilier. Pourquoi pas demain à l'entrepreneuriat. Et en fait, j'avais Johan, qui est le directeur marketing il m'a dit, écoute, j'ai tellement été un peu... motivé par ce que tu nous racontes, par cette vision un peu entrepreneuriale, un peu que moi aussi j'ai envie de passer le pas et j'ai envie d'entreprendre et je vais quitter Brix et je vais aller monter ma boîte. Et en fait, moi, Johan, je le trouve... Mais il est là, hein. Il était là. Il était là tout à l'heure et je le trouve excellent. Et si tu vois, je voulais vraiment pas le perdre parce que en fait, c'est l'âme de la communication Brix depuis le début. Il m'a dit qu'il faisait le ménage dans ton appartement avec toi. ouais, il était là au début, tu vois, ouais, c'était le deuxième employé. Effectivement, au début, on faisait tout. Donc, on passait le balai, on nettoyait les tables, on faisait... Et il sortait des études. Et donc là, quand il m'a dit il y a 1 an, je vais monter ma boîte, j'ai dit non, Johan, tu vas pas monter ta boîte. tu restes là et viens, on monte une boîte ensemble. Et on va monter une boîte ensemble dans la thématique immobilière. Et est-ce que ça te chauffe? Parce que sinon, on l'aurait pas fait tout de suite. Est-ce que ça te chauffe de monter ce business-là? Il m'a dit ouais, carrément à fond. Et ce qui fait que maintenant, il est 50% de son temps sur ce nouveau Business Owners. Et donc, on est associé à 50-50 et 50% de son temps chez Brix. Donc il a quand même des journées assez chargées, assez longues, mais c'est super intéressant. Ce qui est dur, et on n'a pas parlé du management, c'est que tu fais monter des personnes, tu recrutes des talents et tu sais qu'à un moment donné, elles vont vouloir partir, elles vont vouloir entreprendre. Je pense qu'on est au 5e ou à la 6e personne qui part de chez Brix pour monter sa boîte. Et donc c'est aussi comment j'arrive à fidéliser et garder les personnes qui veulent partir. Et donc ce que j'essaye de créer progressivement, c'est cet écosystème de gens talentueux qui vont graviter autour de Brix en montant des boîtes avec nous ou en tout cas dans notre univers et qui peuvent avoir du sens dans la vision globale de ce qu'on essaye de créer. Bon, mais écoute, je vais clôturer un peu sans transition parce que voilà. Mais merci beaucoup Cédric, j'ai vraiment apprécié Michael de passer du temps avec toi, mieux compris et j'espère que les gens qui nous écoutent l'auront encore compris malgré ta présence importante. Mais je pense que là on a discuté d'autres angles qui me semblent intéressants. Merci à tous et je vous dis à très vite. Ciao. Plus. Salut. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais bon, on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Le premier, c'est de me faire des retours. Je réponds à tout, croyez-moi. Le deuxième, c'est une newsletter. On parle immobilier, bien évidemment, stratégie immobilière, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou si tout simplement, vous pouvez découvrir l'avancée de notre aventure chez Greenhill. Le troisième moyen, c'est qu'on est expert en investissement locatif. On accompagne les particuliers à investir sous 2 verticales. Soit clé en main, on fait tout, chasse, rénovation, ameublement, gestion locative, ou avec notre accompagnement en plusieurs sessions. C'est vous qui faites, mais on est à vos côtés à chaque étape. Voilà, de toute façon, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.